Beaujolais, c'est où? Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur une approche des rôles dans le groupe, une approche de la sociologie de groupe. Je suis ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années même. Et je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je suis facilitateur, formateur, praticien sur ces questions. Et j'ai essayé de comprendre des choses que j'ai mis en application et du coup, c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, à la fois, comment dire, vous présenter quelques bases un petit peu théoriques, sachant que Starhawk, c'est une sorcière américaine. Donc, base théorique avec un petit peu d'inspiration poétique et philosophique, hein. Mais on va quand même s'appuyer sur les sciences sans aller trop loin dans le côté un petit peu universitaire, mais les sciences de la psychologie sociale, de la sociologie, pour voir de quoi on parle quand on parle de rôle dans un groupe. Et puis, on prendra des exemples pratiques avec des équipes du monde imaginaire. Euh, Winnie l'ourson, j'ai retrouvé Winnie l'ourson hier et je me suis dit que c'était un bon démarrage. On passera par le Seigneur des Anneaux et par la Casa del Papel si on a le temps, voire d'autres. Il y a Friends qui serait super aussi, ou Madagascar. Mais bon, je ne connais pas suffisamment bien Friends, mais je pense que si vous connaissez, avec la grille que je vais vous proposer, vous pourriez faire passer Friends à la moulinette de cette grille-là. Donc l'idée, voilà, c'est de poser des bases théoriques, d'avoir des exemples un petit peu pratiques d'équipes fictives, et puis derrière, pourquoi pas, de faire avec vous des exercices pratiques sur des équipes pour voir comment on analyse un petit peu les rôles dans un groupe. Et puis, j'alternerai avec des exemples concrets, ou vous, si vous le souhaitez aussi, avec des exemples concrets de choses que j'ai vécues soit en interne à des équipes, parce qu'en termes de parcours, moi j'étais dans l'éducation nationale, puis dans l'éducation populaire, j'ai fait partie d'une dizaine, quinzaine d'associations différentes, j'ai beaucoup changé de milieu professionnel, j'ai passé par des milieux professionnels autogérés, j'ai vécu de la hiérarchie. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Ah oui, excusez-moi, c'est hop, Netflix qui s'est lancé. J'avais préparé pour vous montrer un petit extrait tout à l'heure et ça s'est lancé de mon côté. Donc, du coup, je suis passé par plein de choses différentes. Donc, soit des expériences que j'ai vécues de l'intérieur dans des équipes, soit j'ai accompagné ces 5-6 dernières années à peu près 200 structures différentes, souvent sur ces questions d'organisation collective, d'évolution de la gouvernance, de choses comme ça. Et donc, souvent, j'ai eu cette chance finalement d'être un petit peu extérieur à une équipe qui se pose des questions sur les rôles et fonctions dans le groupe. Voilà. Donc, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à couper le micro quand vous bouchez ou que vous toussez. Et puis, je vous donne le lien qu'on va utiliser pour interagir et puis pour vous présenter un petit peu les choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vois qu'il y a 11 personnes pour le moment sur 21 qui nous ont rejoints. D'ailleurs, ça nous permet de mettre à jour les statistiques. 33 personnes inscrites sur Facebook, 21 personnes qui sont réellement là. Donc, ça fait quasiment du 60%. C'est pas mal. C'est un petit peu plus que ce que j'imaginais. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ça, là, j'ai tout mis sur un mur central qui s'appelle un mur Klaxoon. Et pour le rejoindre, il faut cliquer sur le lien qui est dans la conversation de Zoom. Donc, si vous ne la voyez pas, vous cliquez sur Converser ou Discussion. Ça fait apparaître le lien. Vous cliquez sur ce lien et uniquement avec un pseudo, vous pouvez rejoindre le mur. Puis, si vous êtes un petit peu plus en mode spectateur, spectatrice, sans clavier ou en train de faire autre chose, bah, ce n'est pas grave puisque je vais partager mon écran assez souvent. Donc, je partage mon écran pour vous montrer. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs pourrait copier-coller quand Christophe Dumay arrive le lien pour qu'il l'ait. Je vais vous montrer un petit peu le global du mur et puis ensuite je vous proposerai de faire connaissance avec vous et puis je vous montrerai un petit peu comment on va faire. J'ai repris l'ensemble du mur de la dernière fois. Vous pouvez regarder le replay en vidéo sur qu'est-ce qu'un groupe primaire, quelles étapes pour la constitution et la création d'un groupe. Et il y a encore ce petit document que j'avais fait là sur les étapes de constitution d'une équipe et le rôle du formateur, formatrice ou du facilitateur, de la facilitatrice pour accompagner la dynamique de groupe.
Et puis, j'avais pas eu le temps, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, de travailler sur cette sociologie du groupe. On avait travaillé par contre sur comment construire les conditions à la participation dans le groupe et comment accompagner le groupe dans ses évolutions un petit peu. Et puis, j'avais mis tout un tas de ressources pédagogiques complémentaires. Donc ça, je vous le remets. C'est un mur de toute façon qui reste pendant des semaines, des mois. Donc, vous pourrez vous y référer, y retourner si besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une introduction participative. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu? Etc. Je rappellerai quand même quelques éléments de le groupe primaire tel que je l'ai défini la dernière fois, parce que ne serait-ce que Winnie l'ourson ou le Seigneur des Anneaux, ça peut nous aider de se dire est-ce que c'est un groupe ou pas. Puis ensuite, on partira sur quelques principes et hypothèses de base pour notre travail du jour. Il y en a un pour spoiler. L'idée, c'est que personne n'est assimilable à sa fonction. Je ne suis pas le joyeux luron, leader et en même temps un petit peu capable d'empathie dans chaque groupe. Il y a des groupes où je fais ça, des groupes où je fais pas ça. Donc, n'assimilons pas la personne à sa fonction et quelques autres bases comme ça. Et en fait, moi, d'où je viens pour dire ça, je suis passé beaucoup par ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, par la communication non violente, par l'approche systémique selon Palo Alto. Et c'est quand même trois choses qui font une espèce de tresse et qui me guident dans ma réflexion sur la sociologie de groupe. Donc, je ne vais pas avoir, pareil, je spoil un petit peu, une approche, je vous le montre parce que c'est quand même magique, sur comment gérer les personnalités difficiles de son équipe, où on vous explique que dans chaque équipe, il y a un rebelle, un angoissé, un paresseux, un arrogant, un négatif, un vilain petit canard et un impassible, et qu'il faut les trouver, les étiqueter pour les utiliser. Et c'est assez violent quand même ces techniques. Vous voyez, quel management selon votre personnalité? Voilà, les personnalités bien guidées s'accordent et s'harmonisent. Donc, j'ai rien contre ces sites et ces organismes de formation. Ils ne bossent pas avec les mêmes gens que nous, peut-être aussi. Mais si on se positionne comme un chef d'orchestre qui identifie qui est l'empathique, le travaillomane, le persévérant, le rêveur, le promoteur et le rebelle pour les enfermer dans ces rôles et les utiliser, c'est complètement autre chose que ce que je vais, en tout cas moi, aujourd'hui, essayer de vous présenter. Donc, ceux qui venaient pour faire du management comportementaliste, eh ben, ça va être un petit moment étonnant pour vous, peut-être, d'être ici. Donc ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on ira assez vite quand même en prenant quelques précautions sur cette représentation des figures éthologiques de Star Walk. Et puis, on fera passer à la moulinette différents groupes, Winnie l'ourson et le Seigneur des Anneaux et la Casa des Papel dans un premier temps. Puis ensuite, on verra peut-être d'autres groupes et de toute façon, je vous donnerai des exemples précis aussi que j'ai pu vivre. Eh bien, peut-être pour commencer, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop Klaxoon, sur Klaxoon, deux, trois petites choses à savoir. Vous zoomez et vous dézoomez avec le scroll de la souris, par exemple. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que quand vous cliquez sur la petite flèche en bas à gauche, là, et que vous maintenez appuyé avec le bouton gauche de votre souris, ça vous permet de vous déplacer sur l'écran. Et la troisième petite chose, c'est que vous avez un plus. Je suis en train de vous le montrer là sur Zoom. Vous pouvez revenir sur Zoom si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous avez un petit plus. Vous cliquez sur le plus et puis vous mettez ce que vous voulez dans un post-it et ça va vous coller le post-it à peu près au milieu de votre écran. Donc là, peut-être pour faire connaissance, c'est un webinaire, c'est pas une formation, c'est pas un temps d'échange à part égale entre guillemets, mais j'aime bien quand même le faire de manière un petit peu participative, sans prendre trop de temps, et je m'en excuse si vous aimez bien ça, pour se présenter et parler et tout ça. Du coup, il y a deux autres personnes qui nous rejoignent. Je les réaccueillerai juste après. Donc, s'il vous plaît, allez-y, allez sur Klaxoon et dites-moi qui êtes-vous en un post-it, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, quelles sont les questions que vous vous posez, et puis la troisième question, je la reposerai dans quelques instants, elle est un peu plus complexe. Donc bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, pourrait recoller, non je vais le faire, c'est bon, le lien de Klaxoon. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, je m'appelle Joris Darfin, j'anime ce webinaire de présentation de la sociologie de groupe et en tout cas l'étude des rôles dans un groupe pour la facilitation. Et on travaille sur un mur participatif, Klaxoon, sur lequel vous allez pouvoir au fur et à mesure interagir, mettre des documents qui vous intéressent. Si vous avez des documents ressources, n'hésitez pas. Et puis, par exemple, ici, vous présentez, on voit déjà Mathieu qui se présente comme animateur facilitateur. N'hésitez pas à dire quelques mots de vous, ça peut être du perso, ça peut être du pro. Je vois qu'on est 21 sur le Klaxoon, 24 sur le Zoom, donc c'est pas mal, ça veut dire 22 même, ça veut dire qu'on a quasiment tout le monde. Et je vais vous recentrer pour ceux qui sont un peu perdus, hop, sur les trois cercles qui vous permettent de vous présenter et de dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui.
Quand vous créez un post-it, ensuite, il suffit de cliquer dessus avec le bouton gauche pour aller le déplacer. Donc, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Et puis, la troisième question, si vous voulez commencer à y réfléchir, vous et vos rôles dans vos groupes. Vous êtes, selon les groupes, plus ou moins. Est-ce que vous êtes plus ou moins visionnaire, plus ou moins conservateur, plus ou moins joyeux, plus ou moins facilitant, plus ou moins empathique? Quelles sont les caractéristiques des rôles que vous avez dans un groupe qui évoluent d'un groupe à l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Par exemple, imaginons que vous ayez organisé dernièrement pour un anniversaire avec 5-6 copains-copines une grande fête. Ben, vous étiez dans un groupe et vous aviez peut-être un certain rôle dans ce groupe, le rôle un peu moteur, un peu créatif, ou le rôle de la personne qui va être plus dans l'analytique et qui va revenir au réel, ou le groupe de la personne qui va s'inquiéter qu'il y ait de la cohésion dans le groupe, etc. etc. Et en fait, le pari un petit peu d'aujourd'hui, et puis la réflexion qu'on va avoir tout du long de ce webinaire, c'est de réfléchir aux rôles qu'on a, pourquoi on les a, comment on les a, qu'est-ce qu'ils apportent au groupe et comment on peut passer d'un groupe à un autre. Donc, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à répondre à cette question. À la limite, on y reviendra à la fin du webinaire pour voir si vous arrivez mieux à répondre. Je navigue un petit peu pour voir qu'on a par exemple Jérôme en route pour devenir facilitateur, Victoire en Bretagne, Valérie urbaniste facilitatrice, Anouchka animatrice facilitatrice dans le monde associatif, Pierre facilitateur, Delphine porteuse d'un projet de tiers-lieu créatif et culturel dans le vignoble nantais, Sarah facilitatrice intéressée par la thématique, plus souvent visionnaire, moteur et empathique, Marion facilitatrice animatrice de réseau, Camille socianalyste. Alors, je ne sais pas si c'est avec le ou la méandre, je ne sais plus si c'est le ou la. N'hésite pas, Camille, à nous dire. Agnès en reconversion dans l'accompagnement sur le management dans le secteur culturel, là pour apprendre de nouveaux éléments sur la dynamique de groupe. Mon profil moteur joyeuse. Donc là, vraiment, je reverrai ça au fur et à mesure du webinaire, mais vous n'avez pas un profil type dans chaque groupe. Il y a des gens avec qui vous vous comportez d'une certaine manière, d'autres avec qui vous ne vous comportez pas de la même manière. Par exemple, il y a des blagues que vous faites à certaines personnes et vous ne faites pas les mêmes blagues à d'autres personnes. Ça dépend de ce qu'on appelle le calibrage relationnel. Et donc, le calibrage relationnel entre toutes les personnes d'un groupe, c'est ce qui va faire un peu la sociologie du groupe. Donc voilà, encore quelqu'un qui se présente de Gironde, Christelle, facilitatrice et administratrice d'association. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? J'ai facilité des espaces de parole destinés aux femmes, bien loin a priori de l'art de la facilitation. Je suis là pour mieux comprendre de quoi il s'agit, découverte et curiosité. En savoir plus sur les dynamiques de groupe pour apprendre, il ne faut pas se le cacher parce que c'est gratuit, welcome. Je m'intéresse aux dynamiques de groupe comme grille de lecture dans le cadre des accompagnements, cerner les différents niveaux de maturité du groupe, comment ne pas étiqueter les personnes en fonction des modèles. Et ça, vraiment, je pense que s'il y a un danger dans la facilitation, dans le management, dans la coordination d'équipe, c'est ça. C'est comment travailler sur les rôles dans le groupe en évitant l'étiquetage et l'enfermement finalement des gens dans des cases. Parce qu'en plus, c'est hyper péjoratif de dire toi, tu es celui qui fait traîner le groupe, ou je ne sais plus comment il le disait tout à l'heure, c'est enfermant. Et en plus, ça active ce qu'on appelle l'effet, zut, j'ai oublié, l'effet Pygmalion. Si vous dites tous les jours à quelqu'un, ah bah dis donc, toi, tu es vraiment négatif, hein, bah, la personne, pour vous faire plaisir, elle va être de plus en plus négative. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est un vrai effet en psychologie. En psychologie. Donc, il y a vraiment un risque, en effet, je pense, sur cette question d'enfermer les gens dans des cases. Là, pour mieux en savoir sur la facilitation, je m'intéresse aux dynamiques de groupe. Je souhaite me former sur les aspects psychosociologiques des groupes pour les accompagner au mieux, dépasser les schémas classiques, comment prendre soin de chacun dans sa différence tout en préservant le bien commun. Et alors là, on a une question bien pointue aussi. Trouver l'équilibre et éviter les guerres d'ego, cerner les différents niveaux de maturité du groupe, etc. Peut-être que j'en ai loupé certains, certaines. Et avec mon image de Dr Jekyll et Mr Hyde, quel Dr Jekyll et Mr Hyde êtes-vous? Catalyseur empathique, Bruno, hop, enseignant, je te remets dans le rond violet. Visionnaire, humour créatif, cohésion participatif, empathie, clown, agitateur, pensée décalée, provocateur. Par exemple, provocateur. Est-ce que dans tous les groupes où vous êtes, la personne qui a mis provocateur, elle est provocatrice de la même manière? Et ça, c'est une vraie question. Et la réponse souvent est non. On ne va pas avoir le même. On ne va pas placer le curseur de la provocation, de l'empathie, du moteur, de la régulation
dans chaque groupe, parce que chaque groupe est différent et va, avec les différents rôles qu'il y a dans le groupe, chercher un certain équilibre. Je suis le guéluron, le leader, dès qu'il y a de l'enjeu ou du ludique. Et alors, monsieur ou madame, plutôt monsieur qui est guéluron et leader, si on te met dans un groupe qu'avec des guélurons et des leaders, que se passe-t-il? Restes-tu guéluron et leader ou deviens-tu suiveur? Deviens-tu régulateur? Deviens-tu connecteur, etc., etc. Merci pour ça. Je vais du coup continuer. N'hésitez pas à continuer si vous voulez écrire des petites choses. Donc, petit rappel sur le groupe primaire. Le groupe primaire, il faut qu'il y ait des interactions entre chaque membre du groupe. Si vous êtes dans un parti politique et que vous êtes 800 dans le Rhône et que vous ne connaissez pas les gens et que vous ne pouvez pas interagir avec les gens directement, ce n'est pas un groupe primaire, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est un parti. Dans votre immeuble, si vous ne connaissez pas tout le monde, qu'il n'y a pas d'interaction possible, c'est un voisinage, ce n'est pas un groupe primaire. Il y a l'émergence de normes, d'un code, des valeurs de groupe. Il y a l'existence de buts collectifs communs. La communauté de buts est le ciment du groupe. Une association qui voulait créer un city-stade dans le village, une fois que le city-stade a été créé, l'association n'a plus de raison d'être, le groupe disparaît ou alors se trouve un nouvel objectif et se fédère autrement. Je donne un exemple. J'ai accompagné un habitat groupé. Ils étaient 20 familles pour faire construire sur un terrain à côté de Valence. C'était pas évident, ça se fritait, ils n'avaient pas la même vision des choses, mais il y avait ce but commun, ça tenait. Au bout d'un moment, ils n'ont pas eu le permis de construire, ils sont partis sur complètement autre chose, un achat-rénovation dans le Rhône. Le groupe a explosé et un nouveau groupe s'est formé avec ce nouveau but collectif commun. Mais le groupe n'a pas survécu finalement à la disparition de son but. Quatrième dimension, existence d'émotions et de sentiments collectifs. Un peu tout ce qui est le vécu, les private jokes, les choses comme ça, émergence d'une structure informelle, affective, relations, sous-groupes, les gens qui s'entendent bien entre eux, etc. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a Gimli et comment il s'appelle l'elfe Legolas qui deviennent les meilleurs potes du monde. C'était un petit peu inattendu et c'est un sous-groupe de relations affectives avec donc une structure informelle qui apparaît. L'existence d'un inconscient collectif qui vient notamment du vécu commun et puis l'établissement d'un équilibre interne et d'un système de relations stables avec l'environnement. Ça, c'est ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui. Parce que moi, mon pari en tant que facilitateur, c'est de voir quand j'accompagne un groupe, comment je l'aide à consolider son équilibre ou à retrouver un équilibre. Et pour l'aider à retrouver son équilibre, on peut travailler sur l'organisation, on peut travailler sur les ressentis, et on peut travailler sur les rôles dans le groupe, sur la sociologie du groupe. Et en travaillant sur la sociologie du groupe, on peut consolider, retrouver un équilibre. Ça vous parle, cette notion d'équilibre? Quelqu'un veut témoigner, questionner, dire un petit mot sur cette question d'équilibre? C'est ce que vous faites, vous, quand vous accompagnez un groupe, quand vous animez un groupe, d'essayer de trouver finalement l'équilibre du groupe? Par équilibre. Ouais. J'ai entendu juste équilibre. Bon, je vous relancerai un petit peu après sur des dimensions participatives. Mais en tout cas, voilà, je vous propose qu'on prenne un petit peu comme une base de travail ces 7 caractéristiques typiques des groupes primaires. On pourrait les définir autrement, on pourrait débattre, mais en tout cas, on va essayer de partir de ça aujourd'hui. Moi, sur quoi je vais me baser pour mon travail du jour? Tiens, non, on va refaire un petit peu de participatif avant de reprendre ces bases. On va prendre Winnie l'ourson. Karina, je me permets, n'hésite pas à couper le micro si tu bouges un petit peu des choses sur la table et à le remettre dès que tu veux parler. On entend un petit peu des bruits de tasses, de choses comme ça. Winnie l'ourson, pas de souci. Winnie, mais à l'inverse, n'hésitez pas à ouvrir les micros pour qu'on ait un environnement sonore de groupe, c'est pas mal aussi. Winnie l'ourson, vous vous souvenez bien ou pas trop? Levez la main si vous vous souvenez bien de Winnie l'ourson. Pas du tout. Pas du tout. Qui saurait me redonner tous les personnages là? On a Winnie, on a Petit Grou, l'âne, je ne sais plus comment il s'appelle, Bourriquet, on a Porcinet, on a Tigrou, on a Grand Gourou, qui est la maman de Petit Gourou, on a le lapin, je ne sais plus comment il s'appelle, il faut que je retrouve tout ça, Coco Lapin, le petit garçon et le hibou et tout ça. C'est un groupe qui a des relations affectives qui se voient souvent, si on reprend un petit peu les caractéristiques, qui a un vécu commun, qui a des codes et valeurs partagés, qui a
un historique commun avec Tigourou qui s'est perdu, avec Tigourou qui fait plein de bêtises, on se rappelle des bêtises de Tigourou, on en rigole un peu, etc. etc. Il y a les 7 caractéristiques du groupe primaire dans Winnie l'ourson et ses amis. Ce que je vous propose, et je vais vous ramener, je vais vous recentrer là sur la partie Winnie l'ourson, c'est qu'on réfléchisse un instant avant d'avoir la grille d'analyse que je vais vous proposer après, hein, mais de manière un peu libre avec le vocabulaire que vous voulez, à quels sont les rôles de chacun de ces individus dans le groupe, et puis qu'est-ce qu'ils apportent à la richesse et à l'équilibre du groupe. C'est un groupe qui a un équilibre parce qu'il continue à se voir et à vivre des temps ensemble, et à jouer, à prendre du plaisir et à être une espèce de communauté. C'est ça finalement leur objectif, hein, c'est de vivre ensemble. Donc si vous voulez mettre quelques petits post-it, vous avez le droit de faire une petite recherche sur Internet si vous ne vous souvenez plus trop des rôles, mais comment vous caractériseriez un petit peu les rôles dans le groupe de ces différents personnages? Je ne vous parle pas des fonctions, hein, les fonctions de chef, d'adjoint, de secrétaire, etc., ou là, par exemple, des espèces animales ou des choses comme ça, voire même des caractéristiques de personnalité, on y reviendra après, mais quels sont les rôles dans le groupe? Par exemple, je vois apparaître, donc mettez ce que vous voulez, hein. Je vois apparaître empathique, bonjour les. Si on reprend, ou à l'oral aussi, hein. À l'oral, Winnie l'ourson, cette espèce de groupe autour de Winnie l'ourson, ça vous évoque quoi? C'est un groupe équilibré, pas équilibré? Il y a des rôles différents, ils ont tous le même rôle, c'est comment pour vous? C'est joyeux. C'est joyeux, ouais. C'est que joyeux? Tout le monde est joyeux et saute en l'air en étant content, Bah, Karina? j'ai oublié, en vrai, j'ai oublié. Pardon, hein, mais Non, non, je pas de me souviens souci. que c'était sympathique. Mais Ouais. après, je suis plus forte sur la petite maison sur la prairie. Pardon, hein, pardon, pardon. Oh, non, non, aucun souci. Mais c'est joyeux, mais pas que joyeux. Et notamment, il y a des psys qui ont bossé sur les pathologies mentales représentées par les différents personnages, en disant que Winnie l'ourson représentait bien les troubles du comportement, Petit Gourou l'autisme, Porcinet l'anxiété sociale, euh, Pardon. comment il s'appelle, l'âne, la dépression, etc., etc. Donc, on peut le retrouver sur Internet, tout ce travail, et il n'y a pas que de la légèreté en fait dans Winnie l'ourson et de la douceur, il y a vraiment un équilibre dans le groupe qui se fait qui est assez riche. Donc voilà, pour continuer, Tigrou en hyperactif, Porcinet en anxiété, Bourriquet en dépression, Coco Lapin en trouble obsessionnel compulsif, il est tout le temps inquiet, il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit bien rangé, il est maniaque de l'ordre, il panique dès qu'il y a un truc qui n'était pas prévu. Gourou, maman Gourou, qui est un peu en mode phobique social, qui est totalement obsédé par l'idée de protéger son petit, qui lui se rend pas du tout compte de ce qui l'entoure et qui se met sans arrêt en danger. Maître Hibou, qui est un espèce de narcissique très intelligent qui sans arrêt va ramener les choses à lui et à la sécurité. Donc, c'est des rôles déjà un petit peu complexes, hein. Donc, bon, ça n'a pas l'air hyper évident l'exercice que je vous demande. On voit qu'apparaît le mot de tristesse, le mot de clown, de légèreté pour Tigrou, entraînant, empathique pour Winnie l'ourson. Donc là, on commence à avoir apporté un petit peu des notions de rôle, et puis apporte le cadre pour le hibou dont j'ai oublié le nom. Je vais prendre un exemple. Quand Tigrou part dans tous les sens, se met à sauter et, par exemple, ça arrive, casse des choses. Qu'est-ce que ça apporte au groupe, à votre avis? À l'oral ou à l'écrit par des post-it? Ça apporte quoi au groupe? Ça permet Peut-être de de le sortir, mobiliser, peut-être. Ouais, Pardon. mobiliser le groupe. Agnès? ça permet de sortir du cadre aussi. Ouais, ça veut dire quoi sortir du cadre? Bah, du coup, ça les oblige à changer leur manière de fonctionner, assez Ouais, classique. ok. Donc il y a l'idée un peu disruptif Ouais. aide à sortir du cadre. Euh, et finalement, ce qui est intéressant dans les différents épisodes qu'on pourrait regarder ensemble aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais c'est que par le hasard, l'expérience, l'accident, il fait des découvertes. Et ils font des découvertes de 2 heures, des découvertes de nouveaux terrains qu'ils n'auraient pas pu explorer, de nouvelles fonctionnalités
sur les outils qu'ils utilisent, etc., mais aussi de découverte sur comment le groupe va permettre de retrouver un état d'équilibre alors que Tigrou, à un moment, déséquilibre. Parce que Tigrou déséquilibre est disruptif pendant que Coco Lapin va dire « Oh là là, Tigrou, mais il ne faut pas faire ça, mais tu fais trop fort, mais tu fais trop vite, mais tu casses tout », et que le hibou va dire qu'il n'y a pas de la sécurité et que lui, sait très bien comment il faudrait faire, etc., etc. Donc là, sur cet événement où finalement Tigrou part dans tous les sens, Coco Lapin, lui, il dit « Il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire ». Il est dans quel rôle et il apporte quoi au groupe en faisant ça? À l'oral De ou à la l'écrit? structure. Ouais. Donc, structuration, peut-être qu'on peut le retrouver chez Coco Lapin, peut-être un petit peu chez le hibou aussi. Qu'est-ce qu'il apporte d'autre? Coco Lapin, il veut pas que ça bouge, il veut que ce soit rangé, il veut que ce soit propre. C'est un vrai maniaque hein, dans les épisodes. Il conserve ce qui est stable, ou il alerte. OK. Donc, un rôle, pourquoi pas, d'alerte et un rôle de conservation. Et ça, on va le retrouver dans les figures éthologiques de Starhawk sous le nom de dragon. Et du coup, la notion de conservation, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut sortir du cadre, qui veut innover, qui veut aller loin, et puis un qui veut conserver. Est-ce qu'ils sont, si on était dans la vraie vie, ces deux personnages, est-ce qu'ils sont, à votre avis, en tension plutôt apaisée ou en tension un petit peu inconfortable l'un vis-à-vis de l'autre? Imaginez une équipe, une association, avec, je ne sais pas, Inconfortable. une douzaine de personnes, un qui veut toujours partir dans tous les sens et un qui veut surtout que rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Mais ils ont peur. Ouais, il y a de la peur. C'est Parce que aussi, inconfortable. ce qui se passe avec Coco, c'est que Intuition. Coco va montrer des risques auxquels les autres n'avaient pas forcément pensé. Petit Gourou qui est complètement à la ramasse, et puis Porcinet qui est dans son anxiété, dans sa bulle, et qui a du mal à sortir de sa bulle, et puis, comment il s'appelle, l'âne, j'ai oublié. Bourriquet. Bourriquet qui lui est vraiment sur un renfermement sur lui, pas confiance, etc. Ils vont pas forcément penser que Tigrou va mettre en danger le groupe. Porcinet, il va se dire par exemple, bon, moi je reste dans mon coin, j'ai peur. Bourriquet va se dire, ça me concerne pas, je suis fatigué, j'ai pas envie. Mais eux deux vont pas forcément, sans Coco Lapin, se dire, tiens, Tigrou met en danger le groupe parce qu'il nous expose, parce qu'il va casser la cabane, parce qu'on va plus pouvoir utiliser les outils, parce qu'on va faire peur à Winnie l'ourson, etc., etc. Donc, il y a deux rôles un petit peu antagonistes avec les autres qui vont permettre d'équilibrer cette relation. Je crois que c'est Karina qui disait c'est inconfortable. C'est inconfortable et Tigrou, il supporte plus Coco Lapin et Coco Lapin, il supporte plus Tigrou au bout d'un moment. Et moi, j'ai été un Tigrou dans un groupe et il y avait un Coco Lapin que je supportais pas et je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce Coco Lapin-là. Et quand on a travaillé sur les rôles dans le groupe et que les autres ont dit non, mais attends, c'est important qu'il y ait Coco Lapin parce que si vous étiez tous les deux des Tigrous, ça fait longtemps qu'on aurait sauté du ravin tous ensemble. Et donc, il y a cette, cette incarnation de rôle dans le groupe, chez Tigrou, chez Coco Lapin, et on pourrait étudier les autres, qui permet de sans arrêt être dans une position déséquilibre et équilibre, déséquilibre et équilibre. Si c'est Coco Lapin qui prend le lead du groupe et qui dit rien ne bouge, ils vont tous prendre la poussière, ils vont mourir d'ennui. Donc, c'est un risque pour la survie du groupe. Et vous disiez, un groupe qui est basé sur la joie, qui est basé sur la légèreté, avec un personnage comme Coco Lapin dedans quand même. Donc, Coco Lapin, qui est dans un conservatisme exagéré, va être contrebalancé par d'autres, comme Winnie l'ourson, par exemple, qui est énergique, qui est rêveur, qui est pas jamais concentré, il pense toujours à un nouveau truc, il oublie ce qu'il était en train de dire, etc. etc. Donc, il va y avoir des relations complexes entre tous les personnages du groupe qui font qu'avec leurs différents rôles qu'ils incarnent, on va avoir cette forme de déséquilibre et équilibre sans cesse. Ça vous parle un petit peu déjà? Et donc, on ne va pas catégoriser l'ensemble de ces personnages. Là, je voulais illustrer avant de poser un petit peu les bases du travail. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que si on prend que des Tigrous, il ne va pas y avoir dans le nouveau groupe avec que des Tigrous, que le rôle de Tigrou qu'on connaissait. Ou alors le groupe ne va pas survivre très longtemps. Mais un groupe qui trouve son équilibre avec que des Tigrous, avec que des Coco Lapins, il y a une partie des Tigrous ou une partie des Coco Lapins qui vont finalement se recentrer parce qu'ils vont sentir en se disant, bon, dans ce groupe, il y en a deux ou trois, ils y vont. Hein. Et moi, je vais me mettre un peu en retrait
Et puis, je vais avoir un petit peu le chapeau blanc des chapeaux de Bono. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est, si vous connaissez. Je vais être un petit peu dans une approche analytique et finalement factuelle. Et je vais les laisser partir dans tous les sens et je vais leur dire, bon, là, vous avez eu 12 idées, les gars. Moi, j'ai noté la première et la 7e qui me paraissent être réalisables. Ah ouais, mais la 2, la 7, la 8, la 5. Non, non, moi, j'en ai trouvé 2 qui me paraissent être réalisables. Donc, pour que notre groupe continue d'exister et trouve un équilibre, bah, OK, toi, tu balances plein de trucs. Moi, je propose un tri. Et puis, ensemble, on avance comme ça. Donc, chez Winnie l'ourson, je pensais que vous en souviendriez un petit peu mieux. Tu me disais que c'était tellement culture commune avec nous et puis les enfants et tout ça, mais bon, c'est pas grave, on va prendre d'autres personnages, mais en tout cas, je pense, je vois certains visages et expressions non verbales avec les mains, que déjà, ça vous permet de commencer à envisager un petit peu cette question des rôles et puis de poursuivre avec des choses plus précises avec les figures éthologiques de Starhawk. Quelqu'un veut s'exprimer à l'oral ou poser une question sur cette première approche de la sociologie de groupe, du groupe de Winnie l'ourson? Oui, moi je veux bien, Mathieu. Ouais, vas-y. Ouais, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est d'un point de vue déjà personnel, quand j'ai pris conscience de ça et là de le voir et que tu poses la question quel est votre rôle dans un groupe, j'avais tendance à m'enfermer seul dans un rôle et à prendre tout le temps le même rôle et à ce que les personnes des groupes auxquels j'appartiens, je pense à un groupe d'amis notamment, me catégorisent. Et qui finalement, pour moi, devenait source de souffrance puisqu'ils ne voyaient plus l'apport avec ce côté un peu disruptif, challengeant, un petit grou, si tu veux. Et en fait, moi, ça m'a permis de re-être OK avec ce rôle-là. De voir que je n'étais pas tout le temps dans tous les groupes dans cette posture. Et surtout, en leur parlant de ça, ils ont réussi à voir l'apport, alors que des fois, le groupe était un peu trop conservateur et avait tendance à m'exclure. Et je pense que c'est intéressant de le montrer au groupe, pas forcément de les catégoriser, mais de dire, voilà, dans un groupe, comment ça se passe, et de les faire travailler là-dessus pour accepter justement les éléments qui peuvent être perturbateurs parce que soit ils freinent trop, soit ils avancent trop, soit ils sont trop consensuels, pour que finalement chacun arrive à trouver une place juste et soit accepté. Voilà. Et pour revenir sur le dernier mot que tu dis, sans perturbation, le groupe meurt. S'il n'y a pas sans arrêt des perturbations qui font des déséquilibres pour retrouver un équilibre, le groupe meurt ou n'avance pas. Enfin, et du coup, dans ce que tu dis, j'entends deux choses. J'entends à la fois l'acceptation, la reconnaissance des rôles de chacun, mais aussi le droit à ne pas être enfermé dans un rôle. Si tu sors d'une équipe et que tu es connu dans cette équipe et au-delà de cette équipe comme le psychorigide du groupe, tu vas arriver avec une étiquette. Et du coup, les gens vont se comporter avec toi en se disant, lui, ce sera le psychorigide. Donc, naturellement, et on parle d'écologie, l'écologie, c'est finalement l'étude d'un système où chacun trouve sa place. Ce n'est pas la protection de l'environnement, on ne parle pas d'écologie politique. Mais si tu parles de l'écologie du groupe, de la sociologie du groupe, si tu arrives avec l'étiquette psychorigide, celui qui était le psychorigide, il va te laisser un petit peu de place sur la chaise de psychorigide. Et du coup, tu as la place psychorigide, lui, il va prendre un autre rôle, mais tu vas être un peu coincé sur la chaise du psychorigide. Et en plus, vu que tout le monde se dit dans sa tête, lui, c'est le psychorigide, ça met en place l'effet Pygmalion. Ils attendent tellement de toi que tu sois psychorigide que dans leur communication verbale et non verbale et dans l'organisation, ils t'ont préparé la place. Donc, finalement, tu tombes sur la chaise de la psychorigidité, tu te fais enfermer dedans et ça ne te donne pas finalement la chance de pouvoir vivre autre chose dans le groupe et de vivre autre chose qui va du coup permettre de trouver un meilleur équilibre pour le groupe. C'est-à-dire que si tu arrives un petit peu sans faire bouger l'équilibre du groupe avec ton étiquette, ça n'est pas comment dire, bon pour le groupe dans le sens où ça ne permet pas au groupe de retrouver un nouvel équilibre. Quelqu'un d'autre Oui, vas-y Mathieu. Un dernier truc, c'est que quand un individu souhaite sortir de ce rôle un peu enfermant, je trouve que ça déséquilibre les autres individus du groupe. Moi, à d'autres moments, j'ai voulu dire « je ne suis pas que ça ». La personne était perdue. Oui, et c'est pour ça que le travail avec les 5 figures de Starhawk est intéressant parce que ça permet aux gens de prendre du recul. Comme les chapeaux de Bono. Si vous dites aux gens, bon là, stop, on va tous être disruptifs, créatifs, aller au-delà des limites ensemble pendant 10 minutes.
Puis, pendant 10 minutes, on sera tous conservateurs, conservatrices, psychorigides, analytiques. Puis, pendant 10 minutes, on va tous mettre en priorité la question du lien et pas de l'efficacité dans le projet, le lien entre nous, le bien-être entre nous, etc., etc. Si tu aides tout le monde à comprendre quels peuvent être les différents rôles, à vivre les différents rôles, puis à en sortir pour retrouver un équilibre, bah moi, Tigrou, je ressors de ça en regardant Coco Lapin en disant « Oh, ah bah ouais, bah heureusement que tu es là, en fait ». Et puis inversement, Coco Lapin, il me regarde un peu en disant « Ah bah ouais, ok, tu fais chier tout le temps, mais je comprends mieux pourquoi tu es là et je comprends mieux pourquoi finalement notre équipe, même si elle est en tension, même si parfois c'est inconfortable pour moi, eh ben elle tient et elle poursuit jusqu'au jour où ça explose et on fait autre chose. Mais du coup, ce pas de côté avec les 6 chapeaux de Bono, avec le jeu d'Aequitas que je vous présenterai tout à l'heure rapidement, je l'ai dans le board, qui est issu des 5 figures éthologiques de Starhawk, bah, il permet ça, il permet ce travail de décentration, de compréhension et de reconnaissance. Et je pense à une équipe, c'est une grosse assoce sur Lyon avec 100 salariés, dont 5 cadres. Dans ces 5 cadres, c'est une équipe qui est passée de 10 salariés à 80 salariés ou 100, je ne sais plus, en 4 ou 5 ans. Donc, vous voyez un petit peu le développement, notamment parce que ce qu'ils proposaient était dans l'air du temps, mais aussi parce qu'il y avait à la tête de l'association des gens qui étaient sans arrêt dans le développement, le développement, le développement. J'avais l'impression, et je le disais comme ça au directeur, je lui disais, j'ai l'impression que vous lancez une balle en l'air sans arrêt, sans savoir si vous ou votre équipe pourra la récupérer, et puis vous arrangez tout le temps pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui attrape la balle, mais vous en relancez, vous en relancez, vous en relancez. Et du coup, il y avait une personne dans cette équipe qui avait un rôle de conservation de ce qui existe, de, comment dire, un peu le dragon qui garde le trésor et qui s'inquiète des frontières, vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne était mal vue dans son rôle, et du coup, on lui renvoyait des choses négatives, et elle le vivait mal, elle était au bord du burn-out, voire même un peu les 2 pieds dedans. Et de faire ce travail, elle a poussé des grands soupirs à la fin, il y a eu des pleurs et tout ça, mais elle disait, bah, je suis content d'avoir pu comprendre pourquoi je faisais ça, et pourquoi j'avais l'intuition que c'était important, et que vous compreniez pourquoi je le fais, et que vous ayez un petit peu plus de compréhension et de reconnaissance, et que vous arrêtiez de me reprocher de faire ce que je fais. Et donc, je pense que c'est ça qui est important dans la compréhension des rôles dans un groupe pour un équilibre. N'hésitez pas si vous voulez. Vas-y, Agnès. Ouais, Je me permets, ce que je trouve pardon, de tutoiement par défaut. intéressant dans ce que tu dis, c'est que au final, dans les structures moi, dans lesquelles j'ai pu travailler, il y a effectivement ces différents rôles, mais qui ne sont pas attribués, en fait, qu'on s'attribue individuellement en fonction de nos caractères, nos envies, enfin voilà, ou Qu'on peut-être s'attribue même aussi dans ce que nos tu dis, missions. on se les attribue formellement ou c'est des choses un peu informelles, inconscientes? Totalement informel et inconscient. D'accord. Et dans ce Ok. que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on le formalise et qu'à un moment donné, on valorise aussi. Et dans la tension qu'il peut y avoir entre Tigrou et Coco Lapin, mais finalement, c'est plus juste l'autre qui est complètement excité ou l'autre qui est un peu la joie rabat-joie, mais c'est vraiment une nécessité pour faire en sorte que le projet puisse avancer correctement. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça change complètement la dynamique du groupe quand, par exemple, on est en réunion où on va décider de développer telle ou telle activité. Et c'est le même processus que dans l'auto-empathie, en fait. C'est conscientisation, formalisation, par exemple par une catégorisation, et verbalisation. C'est-à-dire, je conscientise ce qui se passe, pourquoi je fais ça, comment je le fais, je l'organise dans ma tête et avec les autres, et je le verbalise en disant, bah, moi, je pense que je fais ça. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous le vivez? Et là, du coup, on passe de l'inconscient et de l'informel à quelque chose qui est conscientisé et partagé. Après, est-ce que c'est formalisé? Je ne sais pas, parce qu'on ne va pas ressortir d'une séance de travail comme ça en disant, bon, bah, ça y est, maintenant, je sais que je suis l'adjointe au développement chargée du maintien des frontières. Enfin, tu vois, on va pas forcément chercher à le surformaliser, mais en tout cas, on va le conscientiser, le partager et l'accepter. Déjà, c'est hyper important. Et pourquoi pas, mais sous forme peut-être d'un jeu à un moment, le formaliser en disant, allez, on change les étiquettes. Moi, je suis le dragon habituellement dans cette équipe et un peu l'araignée. Mais là, je quitte mon étiquette dragon, je te la donne et je te prends ton étiquette du corbeau et on prend 1 heure pour rediscuter du projet 2022-2025 avec cette étiquette-là. Et là, on joue de manière formalisée et ça fait du bien quand même. Merci pour ces échanges. Je reprends du coup pour aller en direction de la grille de lecture que je voulais vous montrer, avec donc des principes ou hypothèses de travail de base pour aujourd'hui.
Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et les possibilités. Coco Lapin, il est psychorigide. Il n'est pas condamné à être psychorigide toute sa vie. Et encore, quand je le dis, c'est un jugement, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça vient de Gisèle de Failly. C'est un des principes de base de l'éducation nouvelle. Et je pense que c'est important parce que si on reprend ce que je vous montrais tout à l'heure avec le rebelle, l'angoissé, le paresseux, l'arrogant, etc. dans le groupe, c'est hyper enfermant et on oublie que les personnes peuvent évoluer. Et quand on parle dans cet autre-là, où c'était celui-là, comment manager les personnalités difficiles, c'est terrible parce que ça veut dire toi, tu es une personnalité difficile. Et quoi qu'il se passe, c'est ta responsabilité finalement. Alors que ce qu'on travaille en sociologie de groupe, c'est plutôt qu'est-ce qui, dans le calibrage relationnel entre les personnes, dans l'équilibre qu'on a trouvé dans le groupe, fait que toi, tu es inconfortable ou qu'on est inconfortable avec toi. Et du coup, on met de l'attention non pas sur la personne et ce qu'elle est, mais sur le calibrage relationnel et l'organisation sociologique du groupe. Et donc, ça met la responsabilité sur le groupe et pas sur la personne, et ça n'enferme pas dans une case. Donc, la suite logique, c'est que personne n'est assimilable à sa fonction ou à son rôle dans un groupe. Comme disait Mathieu tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est moteur dans un groupe qu'on sera forcément moteur dans tous les groupes. Quand on travaille sur la sociologie de groupe, on évite de mettre les gens dans des cases, ça on l'a dit pas mal déjà. Et donc, on laisse un peu de côté les notions de caractère, de personnalité, de tempérament. Parce que finalement, tout ça peut changer. Et ce qui va être important pour trouver un équilibre dans le groupe, c'est plutôt le rôle qui est pris dans le groupe. Alors, par contre, oui, vous allez avoir tous et toutes tendance, et moi aussi, à aller très vite les deux pieds dedans dans un ou deux rôles de manière plus naturelle en fonction de votre personnalité, de votre vécu et tout ça, c'est normal. Mais ça n'est pas enfermant et ça n'est pas exclusif. Quand on intervient pour accompagner une dynamique de groupe, on n'étudie pas les personnes, mais plutôt les rôles dans le groupe, ça je l'ai dit, les relations et donc les calibrages relationnels. Si ça vous intéresse, cette notion de calibrage relationnel, on la retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle l'approche systémique selon l'école de Palo Alto. Un calibrage relationnel peut évoluer. Par exemple, vous avez une relation qui n'est pas hyper simple avec quelqu'un, vous partez une semaine dans le cadre du travail, vous partez une semaine en séminaire en Martinique avec soirée mousse et bar à cocktail sur la plage, peut-être que le calibrage relationnel va évoluer. Ou alors que, je dis n'importe quoi, hein, je donne un exemple que j'ai vu, que vous tombez malade et que cette personne vous aide et que vous vous y attendez pas parce que vous attendiez de l'aide de tous les autres, mais pas de cette personne, et c'est l'inverse qui s'est passé. Et ben, ça va vous montrer différemment la personne, ça va faire évoluer le calibrage relationnel. Ensuite, un groupe est en perpétuel équilibre instable et donc en perpétuelle recherche d'équilibre. Les rôles peuvent donc évoluer, surtout si le périmètre ou la composition du groupe évolue. Par exemple, dans la Casa de Papel, quand il y en a un qui meurt, bah, le groupe il évolue. Et donc, le rôle qu'incarnait cette personne qui est morte n'est plus incarné ou moins, et du coup va rebasculer sur d'autres ou pas, et ça va faire exploser le groupe ou pas. J'ai mis une petite image que j'aime bien parce que mon métier à la base, c'est d'être prof de physique-chimie dans l'éducation nationale, même si ça fait 10 ans que je ne suis pas allé. Et ça parle bien, je trouve, la boule qui est en haut de la colline qui ne bouge pas, mais c'est un équilibre instable. Dès qu'on va bouger d'un côté, il faut vite bouger de l'autre pour maintenir un petit peu en haut. Tandis que l'équilibre stable, qui n'existe pas vraiment en sociologie du groupe, c'est un équilibre où la boule, elle est en bas, et quel que soit le déséquilibre, la boule, elle va revenir en bas. Ça n'existe pas beaucoup en sociologie du groupe. Et puis, un équilibre multiple, stable et instable dans le domaine d'évolution, ça, c'est intéressant parce que finalement, dans tout groupe, il va y avoir des équilibres et des déséquilibres qui vont parfois nous permettre de rester à une position unique, voire de changer de position et de passer à un autre sommet ou à un autre creux. Donc, en tout cas, voilà, moi, je m'intéresse à cette question de la recherche d'équilibre quand je travaille avec les groupes. On peut retrouver souvent des grandes catégories de rôles dans un groupe. Je vous ai mis un texte sur l'organisation sociale des loups. C'est intéressant hein, de voir qu'il y a les alphas, les omégas, etc., les bêtas, de voir que si on prend que des mâles alpha et des femelles alpha et qu'on reconstitue une meute, bah, il va se réorganiser un truc avec alpha, bêta, oméga, etc., etc. Et donc, qu'il y a dans le règne animal, comme dans les organisations humaines, des organisations sociologiques avec des rôles un petit peu catégorisés. Et puis, j'ai mis un petit texte, je ne vais pas le lire là, mais vous connaissez le petit texte de Werber sur
l'encyclopédie du savoir relatif et absolu avec les rats, une expérience qui a été faite à Nancy. Il faut traverser de l'eau, escalader des choses pour aller chercher de la nourriture. Il y a des rats qui le font et puis qui se font piquer la bouffe. Il y en a qui se battent, il y en a qui attendent pour manger les restes. Il y a une organisation sociale qui s'installe. Si on prend que ceux qui sont les exploiteurs ou les exploités, qu'on les met dans une cage, ils se réorganisent un équilibre social avec exploiteur-exploité, par exemple. Donc, ça veut dire que le rat exploité n'est pas un rat exploité dans tous les groupes. Finalement, la personne qui a le rôle un petit peu d'aller au-delà des frontières, d'accompagner dans la créativité dans un groupe, ne va pas forcément faire ça dans tous les groupes. Aussi parce que Vercotrène a beaucoup travaillé, David Vercotrène, dont on s'inspire un peu aujourd'hui aussi, a beaucoup travaillé sur des systèmes auto-gérés dans le milieu beaucoup anarchiste et tout ça. La sociologie de groupe, ça ne s'étudie pas que dans les systèmes auto-gérés sans hiérarchie. Les rôles peuvent être indépendants et complémentaires des fonctions dans un groupe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un directeur, une directrice, 2 vice-directeurs, directrices, 3 techniciens, ça fait 6 personnes. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a cette organisation hiérarchique-là qu'il ne peut pas y avoir de sociologie de groupe. Et la personne qui va incarner le rôle du corbeau visionnaire qui voit loin n'est pas nécessairement le directeur ou la directrice dans ce groupe. Et ça peut parfois être autre chose qui s'installe. Alors peut-être que les oppressions, les conditionnements de la hiérarchie font que c'est moins facile de rentrer dans certains rôles quand on est en bas de la hiérarchie, mais ça existe quand même. Et aussi, peut-être petite précaution, les rapports de pouvoir, de séduction, les enjeux humains, techniques, financiers et d'image existent dans tout groupe. Ça, je repars aussi de ça. Par exemple, dans la Casa de Papel, si vous avez regardé un petit peu, il y a sans arrêt dans le groupe des jeux de pouvoir, des jeux de séduction, des enjeux d'image, des enjeux techniques, etc., etc. Il faut composer avec tout ça. Si moi, j'interviens dans un groupe, j'interviens sur l'organisation du groupe, j'interviens sur les rôles et la sociologie du groupe, tout en sachant qu'il y a des rapports de pouvoir, qu'il y a des enjeux humains et techniques, etc. etc. Donc finalement, on est un peu en mode poupée-gigogne par rapport à tout ça. Je ne vais pas faire le nuage de mots sur les rôles dans un groupe. Peut-être pour vous remettre un petit peu en participation quelques instants avant de vous présenter la grille dont je parle depuis le début. Qu'est-ce qui influence le rôle qu'on prend dans un groupe, à votre avis? Mettez-moi des petits post-it là dans ce rond rose. Vous pouvez revenir quelques instants sur Klaxoon. Qu'est-ce qui influence le rôle qu'on prend dans un groupe? Les autres? Quoi d'autre? Imaginez demain, vous vous retrouvez dans un groupe d'habitat groupé, avec l'idée d'emménager ensemble dans un an. Qu'est-ce qui fait que vous allez être plutôt raisonnable ou pas, plutôt dans une recherche d'empathie, plutôt… Donc, quelqu'un met notre histoire familiale, nos croyances, le contexte, le rôle des autres, son état d'esprit sur le moment, sa forme. C'est un peu la première impression aussi. Hein. Si vous arrivez la première fois dans un groupe avec une grippe incroyable, 39,5 de fièvre et tout ça, bah vous allez peut-être laisser filer des choses qui font que vous n'allez pas naturellement aller dans le même rôle que si vous étiez en bonne santé. Ce qui est peut-être très bien d'ailleurs, pas d'avoir la grippe, mais de laisser filer le naturel pour trouver une place qui est autre que ce à quoi vous pousse votre caractère, vos expériences, etc. On regardera 2 minutes de vidéo de Casa de Papel tout à l'heure, et c'est intéressant de voir comment finalement il y a un paramétrage qui se fait pour le rôle qu'on prend dans le groupe dès le début, dès la communication non verbale, la manière dont on est habillé, la manière dont on est présenté, notre nom, notre prénom, etc. etc. Donc, vous avez mis aussi les besoins du projet, le rôle des autres, le contexte, les compétences ou la vision qu'on a de notre expertise sur le sujet, nos expériences passées, nos croyances, nos représentations, notre histoire familiale, notre représentation, vision du monde, de soi, des autres, du groupe, le niveau d'enjeu qu'on a par rapport avec le collectif, avec le projet collectif, le caractère, la personnalité, son état d'esprit, l'intention du projet et mon intention dans le projet, quels sont les enjeux personnels au sein des enjeux collectifs. Si je suis à l'initiative ou non, les autres, nous, notre état psycho-émotionnel,
nos valeurs, la composition du groupe, les autres. On est tenté de prendre les rôles qui ne sont pas déjà pris, nos égos. Et puis, d'une manière un peu transversale, j'ai envie de dire aussi nos compétences psychosociales. Vous connaissez les compétences psychosociales? Levez la main, ceux qui connaissent, celles qui connaissent. Levez la main, mettez le pouce en l'air. Non, pas trop. Les compétences psychosociales, ça a été défini par l'Organisation mondiale de la santé il y a quelques dizaines d'années. C'est intéressant parce que finalement, parler de santé en lien avec les compétences psychosociales. Et en gros, c'est une dizaine de compétences qui expliquent comment j'arrive à être bien avec moi-même et comment j'arrive à interagir de manière confortable, positive, équilibrée avec mon environnement et avec les autres. Donc, c'est par exemple la capacité à gérer son stress dans des situations nouvelles, c'est la capacité à prendre du recul, c'est la capacité à être à l'écoute de soi, avoir confiance en soi, être à l'écoute des autres, etc., etc. Et ces compétences psychosociales, on les retrouve dans ce que vous avez dit là, hein, on retrouve un peu dans les caractères, dans les compétences, si je suis à l'initiative, etc., notre état psycho-émotionnel, etc., etc. Bah, ces compétences psychosociales, elles influencent beaucoup le rôle qu'on prend dans un groupe. Je vais le dire autrement. Si vous prenez toujours le rôle de coco lapin dans un groupe, c'est peut-être très bien pour le groupe, mais peut-être que vous n'avez pas envie de ça. Bah, interrogez-vous un petit peu. Qu'est-ce qui, dans mes compétences psychosociales, fait que je me retrouve toujours dans ce rôle? Moi, je me suis posé la question, j'étais pas dans Coco Lapin, j'ai beaucoup été dans Tigrou. Je me suis posé des questions sur mes compétences psychosociales. J'ai travaillé en termes de développement personnel, je crois, un petit peu. Il faudrait plutôt demander aux gens qui m'ont connu en Tigrou s'ils voient une différence. Sur cette capacité à ne pas être stressé lorsque j'arrive dans un groupe et que je me dis, zut, quelle place je vais prendre dans le groupe, vite, il vaut vite que je prenne la place de Tigrou pour être sûr d'avoir une place. Et du coup, ce travail sur mes compétences psychosociales fait que j'arrive un petit peu plus serein dans un nouveau groupe aujourd'hui, je crois, et que je ne vais pas aller tête baissée, m'enfermer dans un rôle qui m'a collé à la peau pendant longtemps. Donc voilà, je mettrai dans le document Klaxoon un truc sur les compétences psychosociales si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors, je vois que quelqu'un avait annoté, tac, sur Zoom. Quand je vous propose de participer, c'est vraiment sur Klaxoon. Il faut faire un petit passage de l'un à l'autre. Donc, allons voir Starhawk et Vercotrun. Quelles précautions à prendre et questions à se poser avant de parler de micropolitique du groupe? Est-ce qu'on est vraiment en présence d'un groupe? Ne prenez pas votre voisinage d'immeuble pour un groupe. Ne prenez pas votre entreprise de 1500 personnes à l'international pour un groupe. Ce n'est pas un groupe et on ne peut pas parler de sociologie de groupe quand on a 1500 personnes. Est-ce qu'il existe des conditionnements, des oppressions, des discriminations? Si dès qu'il y en a un ou une qui a une idée, il se fait taper sur la figure par une personne hiérarchiquement placée au-dessus, c'est un conditionnement qui fait qu'avant de parler de sociologie de groupe et de trouver un équilibre, il faut déjà réduire les oppressions et les discriminations et les conditionnements. Quelle est l'organisation, les fonctions, les éventuels rapports hiérarchiques? Ça, c'est un peu une méthodologie de facilitation que je vous propose là. Est-ce que les conditions d'écoute, de considération, de participation libre et consciente sont présentes? Est-ce que l'analyse, la prise de recul, la remise en question sont possibles dans ce groupe sans risque ni menace, donc risque interne et menace externe, pour les individus ou pour le groupe? Je pense à un groupe que j'ai accompagné avec des personnes qui avaient entre 55 et 65 ans, professionnels en fonction, dans le monde de la petite enfance. Et il y en a une qui me disait, non mais moi je ne pourrais pas faire le pas de côté parce que je vais me faire casser la figure à la rentrée. Je me suis enfermé dans ce rôle, les enfants me connaissent dans ce rôle, les autres adultes me connaissent dans ce rôle, la mairie me connaît dans ce rôle. Si je fais un pas de côté, je vais être en danger et je ne vais pas tenir une semaine. Donc, il y a une question de sécurisation. Et cette personne, on l'a accompagnée pendant 8 jours pour qu'elle se sécurise et qu'elle retravaille sur son estime d'elle-même au-delà de sa zone de confort, qui n'était pas tout à fait agréable d'ailleurs, cette zone de confort, pour qu'elle accepte. Et je vous jure que c'est vrai, elle est revenue le lundi, elle s'est assise, elle s'asseyait jamais, elle s'est assise, elle a dit « Asseyez-vous s'il vous plaît, je voudrais vous dire un truc. Je suis partie en formation et j'ai envie de prendre un nouveau départ et de commencer autrement avec vous. » Et ça, vous voyez, je suis un peu touché, ma voix déraille en le disant, j'ai un bon souvenir de ça, mais elle s'est autorisée à ça parce que je crois on est arrivé à prendre un petit peu le temps de la sécurisation. Parce que les gens, ils sont dans des rôles aussi, parce que ça les sécurise. Donc, il y a, je pense, ces 5 questions à se poser avant d'arriver avec nos gros sabots et de dire, bon, bah, allez, c'est parti, on va tous poser nos rôles sur la table et on va les échanger. Et quand vous repartez, eh ben, vous aurez un autre. N'hésitez pas à m'interrompre avec une question, une affirmation, un cri en disant « tu dis n'importe quoi », etc., etc.
Donc, Ouais, moi je veux Starhawk, bien, je veux vas-y, bien, je t'en Joris, prie. revenir sur les deux premiers points juste au-dessus, si tu peux remonter le klaxon Ouais. sur les 5 post-it juste au-dessus. Du coup, c'est peut-être un peu large comme question, mais c'est quoi pour toi la définition d'un groupe? Parce que tu as Un donné groupe, des exemples et des contre-exemples, mais en hum, fait, un ils sont groupe, un peu à l'extrême, tes exemples et tes contre-exemples, je trouve. Et... hum, un groupe, pour moi, ça répond à ces 7 caractéristiques dont je parlais au début, et c'est surtout 2 choses. C'est un objectif commun et c'est la possibilité d'avoir des interactions individuelles entre chaque personne du groupe. Et ensuite, une espèce d'équilibre qui se construit dans le groupe avec la structure informelle, le vécu collectif, etc., etc. Je vais te donner un exemple de ce qui n'est pas un groupe. Dans la formation là, que je faisais sur 8 jours avec les personnels dont je te parlais, il y avait des gens de 2 communes. Ensemble, elles ont formé un groupe pendant 8 jours parce qu'on interagissait ensemble, parce qu'on a eu un vécu ensemble, on a eu des moments sympas, on a eu des moments difficiles. Notre objectif, c'était que la formation se déroule, etc., etc. Mais du moment où elles sont sorties de ce groupe, elles ont rejoint chacune leur commune, elles ne faisaient plus à 20, 10 et 10 un Ok, groupe parce qu'elles avaient chacune finalement leur propre cheminement, leurs propres expériences, leurs propres objectifs de faire vivre leur structure un petit peu différemment. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. ok. Oh, Un autre exemple, ouais, l'habitat groupé. Euh, quand j'accompagnais un tout petit peu ce groupe-là avec une vingtaine de foyers, moi, je ne le considérais pas comme un groupe parce qu'il y en a qui voulaient juste avoir un avantage financier avec du bon voisinage et ne pas être sur une communauté de projet. Et il y en a qui voulaient être sur une communauté de projet avec de la mutualisation de biens, voire de la coéducation des enfants, etc., etc. Donc finalement, c'était une foule, c'était des gens regroupés, mais qui ne constituaient pas un groupe parce qu'ils n'avaient pas un objectif commun. Et d'ailleurs, ils ont explosé au bout d'un moment dès que le terrain n'était plus en vente parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose d'autre que l'idée d'habiter dans ce même endroit, ce qui est déjà quelque chose. Hein. Mais d'ailleurs, je me contredis un petit peu. Il y avait quand même l'objectif d'habiter sur ce même lieu. ok. Mais du coup, voilà. Ça répond un peu? Ouais, carrément. Et du coup, sur le deuxième post-it, sur celui des oppressions, Oui. tu dis existe-t-il des conditionnements des oppressions? En fait, il y en a tout le temps, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Dans tous les groupes, il y aura des oppressions. Oui, tu as raison. Alors peut-être qu'il faut que je complète la phrase et que je dise, existe-t-il des conditionnements des oppressions, des discriminations qui rendent impossible l'approche analytique sur les rôles, des groupes, enfin, les rôles dans le Ok, groupe? ok. Parce que si finalement, à un moment, on va dire, ah oui, bah, vous êtes un peu corbeau, et que là, la personne implose ou alors explose, c'est un problème. S'il y a un tel conditionnement, un tel effet d'attente, par exemple, vis-à-vis du chef ou des choses comme ça, que la personne est incapable de se remettre en question pour elle-même ou face aux autres, bah, c'est des choses qui font qu'on ne peut pas se remettre en question. Si par exemple, il y a des discriminations qui font que toutes les personnes qui sont des femmes dans le groupe peuvent, selon le groupe, n'ont pas la capacité à être créatives et disruptives, et qu'il y a une partie du groupe qui en est persuadée et que de toute façon, les 150 dernières propositions ont été faites par des hommes, en tout cas celles qui ont été validées, c'est un conditionnement important par rapport à l'étude de la sociologie dans le groupe, parce que accompagner vers l'acceptation que le rôle de sortir des frontières, d'être dans la création peut être pris par une femme, si ça n'est pas dans le logiciel de départ, c'est compliqué, quoi, tu vois. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Une question par rapport à ça, Joris, c'est-à-dire Ouais. que les précautions à prendre dans le cadre d'un accompagnement, ça, c'est des questions qui seraient à poser aux commanditaires ou avant, quand tu interviens, en tout cas s'assurer qu'il n'y ait pas ces niveaux d'oppression, de discrimination. C'est des questions à te poser à toi-même, et après, il y a d'autres questions à poser pour s'en assurer. Par Ouais. exemple, moi, lorsque je travaille là-dessus, je vais demander à la personne qui est commanditaire, qui est souvent le directeur ou la directrice, est-ce que c'est OK pour vous que dans votre équipe, chacun puisse être force de proposition? Si la personne me dit, ah ben non, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, moi je propose et eux ils appliquent. Je me dis, OK, ça c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes OK pour éventuellement faire évoluer ça et que chacun, chacune puisse être force de proposition? Si la personne me dit oui, je dis, bah OK, on peut bosser du coup sur un petit peu les rôles dans le groupe. Si la personne me dit non, je dis, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Du coup, vous ne m'avez pas demandé pour travailler, vous ne m'avez pas appelé pour travailler sur la cohésion de groupe et l'équilibre du groupe, vous m'avez appelé pour maintenir votre mainmise sur le groupe.
Et donc là, adressez-vous à quelqu'un d'autre qui vous apprendra à être un leader incontesté et incontestable. Moi, c'est pas mon boulot et c'est pas finalement ce qui m'anime. Tu vois? Mais pour rebondir sur ce que disait, je crois, Jérôme, c'est pas évident la question des conditionnements parce que souvent ils sont inconscients et les discriminations parfois sont installées sans qu'elles soient très 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 conscientisées. Donc parfois il y a un travail de conscientisation à faire sur les conditionnements pour libérer un petit peu l'énergie qui va permettre aux gens de se décentrer du rôle dans lequel ils sont. Tu vois, si je dis n'importe quoi, mais si on regarde un petit peu la famille patriarcale traditionnaliste française où l'homme sort de la maison et la femme ne sort pas de la maison, s'occupe de manger, faire dormir les enfants, les habits, et puis l'homme va en exploration, chasser, avoir de l'argent, partir en déplacement professionnel pendant que la femme garde les enfants à la maison, on est sur un schéma de pensée qui enferme les gens dans des rôles préétablis en fonction de leur genre. Donc là, on a un conditionnement qui est fort. Donc il y a un peu d'études, d'approche un peu globale de ce qui se passe dans le groupe et des rôles dans le groupe avant de mettre les pieds dans le plat. Et je pense que ça peut être intéressant de poser la question commanditaire. Là, vos 8 personnes, là, elles ont quoi comme rôle d'après vous? Et tu vois ce qui répond. Et puis tu leur dis, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'elles évoluent, que ces rôles évoluent? Est-ce que pour vous, ce serait OK qu'ils évoluent? Et si les réponses sont oui, bah déjà, tu te dis, la personne est à peu près ouverte, sans s'insécuriser elle-même, parce que des fois, l'autoritarisme, c'est parce que les gens n'ont pas confiance, hein, sans s'insécuriser elle-même, elle est prête à ce que les personnes avec qui elle travaille identifient leur rôle, prennent du recul dessus et rééquilibrent avec un réétalonnage de ces rôles. Une fois qu'on s'est posé tout ça comme question, que nous propose Starhawk et Vercotrel? Alors Starhawk, moi je ne connais pas bien, c'est une militante écrivaine écoféministe néo-païenne américaine et sorcière qui a écrit notamment un livre qui n'est pas traduit en français, mais dans lequel on trouve ces figures éthologiques. David Vercotrel, un parcours militant, il a écrit un livre, pas plus, qui s'appelle Micropolitique des groupes, où en gros, il y a 21 témoignages des collectifs dans lesquels il a vécu, en disant, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi ça a explosé, etc. Et donc, il a une approche assez sociologique, assez éducation nouvelle, et qui n'est pas dans de la catégorisation ou du management comportementaliste. Et à la fin de son livre, et vous pouvez trouver son livre ici, hein, il est là, ici, là, voilà. Non, il n'est pas là. Oh, il n'est plus là. Pourquoi il n'y est plus? Ah oui, parce que j'avais dû faire un copier-coller qui a dupliqué mon klaxoon et ça a peut-être fait disparaître le lien. Je le remettrai, vous l'aurez à partir de demain. Donc vous pouvez lire le livre, ça fait 150 pages, ça se lit bien. Et à la fin, donc, il reprend cette annexe que je vous mets ici avec les rôles dans l'animation des groupes. Et donc, ce qui se dit, donc là, c'est même une reprise du texte de Vercotrel qui reprend les figures de Starhawk par quelqu'un qui s'appelle Sébastien Howard, je ne sais pas qui c'est, et qui propose donc cette grille de lecture des rôles possibles. Hein, c'est une catégorisation parmi 1000 autres hein, dans l'animation d'un groupe avec une liste imagée. C'est pas exhaustif. L'idée, c'est de l'utiliser comme une grille de lecture de la dynamique d'un groupe et de ses évolutions. Ça peut être lu comme facette des fonctions de l'animateur et ça peut être aussi des rôles tournants. Et c'est là où je vous encourageais, comme on peut le faire avec les chapeaux de Bono, à l'utiliser de manière un peu tournante. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ce document. Je vous dis juste que Equitaz a créé un jeu de rôle à partir de ça. Il y a donc 5 rôles qui vont nous intéresser. Araignée, corbeau, grasse, serpent, dragon. Ne me demandez pas pourquoi il y a les grasses alors que les autres sont des animaux plus qu'on connaît, même si ça fait longtemps que je n'ai pas croisé encore un dragon. Les grasses, c'est une mythologie, c'est les 3 grasses. Je ne sais pas exactement pourquoi elles sont là comme ça. Mais bon, pour vous faire une présentation, ça va être un tout petit peu fastidieux, mais tant pis, de ces différents rôles. Le corbeau visionnaire qui vole haut et qui voit loin, qui garde en ligne de mire les objectifs du groupe, qui suggère de nouvelles directions, qui dresse des plans, qui va voir au-delà des frontières, qui développe des stratégies, qui anticipe les problèmes et les besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque rôle, quand on l'incarne, et on ne l'incarne pas tout seul, hein, quand on est 12 dans un groupe, on est un peu corbeau et araignée, et puis l'autre, il est un peu corbeau et serpent, et puis l'autre, il est complètement serpent, etc. etc. On fait exister des questions dans le groupe. Et le pari, c'est que si on ne fait pas exister ces questions, le groupe, il explose.
La communauté de l'anneau, ça a explosé à un moment, peut-être parce qu'il manquait un des 5 rôles. On va essayer de voir s'il y avait un des rôles qui était sous-incarné et que peut-être ça a manqué de faire exister certaines questions et que du coup, ça a contribué à faire exploser le groupe. Donc, les questions que ça fait exister, c'est quoi notre but? Est-ce qu'on est en train de l'accomplir? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Comment on va atteindre le but? Quelles sont les étapes, les calendriers, les forces, les faiblesses? Quels sont nos alliés, nos ennemis? Qui touchons-nous et qui ne touchons-nous pas? Dans cette idée un peu développement, prospection. Que pouvons-nous anticiper des besoins et des problèmes à venir? Que pouvons-nous apprendre de nos erreurs et de nos réussites passées? Donc, c'est un peu visionnaire, prise de recul, je vois haut, je vais tester, je vais au-delà de la frontière, quitte à revenir après retrouver le groupe. Les corbeaux ont beaucoup d'influence dans le groupe et c'est très civilisationnel aussi. Hein. On survalorise le leader visionnaire, la leaduse visionnaire et on dévalorise les autres. Et donc, c'est un problème parce que du coup, on a une société qui surconsomme, qui va toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin, mais qui va dans le mur. Donc, peut-être qu'on a un petit peu trop de corbeaux et pas assez des autres pour avoir une société durable. Ça, c'est le côté un petit peu politique de mon analyse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les corbeaux, s'ils sont laissés seuls, ça ne marche pas bien et qu'il faut considérer ensemble les questions des corbeaux. Si c'est le directeur, la directrice de service qui écrit toute seule le projet de service pour les 3 ans à venir sans associer les 50 personnes autres, c'est dur derrière d'avoir un groupe équilibré, que chacun trouve sa place et qu'il n'y ait pas de burn-out et qu'il n'y ait pas de décalage entre les aspirations des gens et leur mission au quotidien. Si ça vous questionne ou que vous voulez avoir dire des choses, n'hésitez pas. Les grâces, il n'y a pas d'ordre, je prends au pif. Les grâces sont attentives à l'énergie du groupe, prêtes à le renforcer si elle faiblit, à le canaliser quand elle est forte. Elles font en sorte que les gens se sentent bien, génèrent de l'enthousiasme pour leur groupe, accueillent les nouveaux venus. Vous pensez à quelqu'un là dans un groupe? Essayez d'y réfléchir. Petit exercice intellectuel. Pour tout ce qu'on est en train de faire là, pensez à un groupe dans lequel vous êtes ou dans lequel vous avez été. Un groupe de collègues, une association, un groupe de quartier, un habitat groupé, etc. Essayez de dire, tiens, cette personne, elle est un peu là, puis moi, j'étais un peu là. Donc, question que les grâces font exister. Qu'est-ce qui donne au groupe de l'appétit? Comment on se sent bienvenu, malvenu, etc. Je ne vais pas tout lire en détail. Les grâces sont généralement très appréciées, mais elles doivent tempérer leur enthousiasme à l'aide des qualités du dragon. On verra les qualités du dragon. Je reviendrai sur ces rôles plus tard. Les serpents, les guetteurs d'ambiance. Pas très bien vus la plupart du temps dans les groupes. Ils cultivent une attention particulière à la manière dont les gens se sentent. Les serpents sont au courant de ce qui se murmure dans les couloirs, comment on appelle ça, les bruits de couloir, les rumeurs, des conflits naissants, et ils les mettent sur la place publique. Par exemple, à la pause café, Jean-Louis, tu me disais quand même en aparté tout à l'heure que tu ne pouvais pas supporter Martine. Martine, elle est là, peut-être vous pourriez en parler tous les deux. Bon, là, c'est un peu un mode serpent, un serpent trash, hein. Mais c'est ce que fait le serpent. Il va chercher les tensions qui vont mettre en danger le groupe pour remuer la vase et faire remonter quelque chose pour en faire quelque chose de constructif. On peut être serpent constructif, on peut être serpent pas constructif. Après, ça dépend de la stratégie qu'on sait mettre en œuvre. Mais si on aide le serpent à considérer que oui, il est utile dans le groupe, voire même qu'on prend un quart d'heure serpent toutes les semaines lors de la réunion d'équipe, et c'est le rôle un petit peu des tours d'expression de ressenti, de la météo interne, des choses comme ça, ça peut aider les personnes qui sont serpents à se rassurer dans leur rôle, et puis le groupe à trouver un équilibre. Donc, les serpents parlent des non-dits, mettent en évidence ce que d'autres ne voient pas ou préfèrent garder caché. C'est particulièrement inconfortable et peut attirer l'antipathie du groupe. Mais pourquoi t'en as parlé? Il n'y avait pas besoin. Si, ça fait 6 mois que tous les jours, tu me dis que tu ne peux plus supporter ton collègue et que tu vas soit démissionner, soit partir en burn-out. On a besoin de toi, on a besoin de lui. Donc si, je l'ai dit. Tu ne voulais pas que je le dise, mais je l'ai dit. Je vous laisserai lire un petit peu plus en détail si vous voulez. Les dragons. Le dragon qui permet au groupe de rester connecté à l'aspect pratique et réaliste des choses. Les dragons veillent aux ressources du groupe, à ses frontières et donnent voix à ses limites. C'est quand petit groupe part dans tous les sens et dit on n'a pas fini la première cabane, mais je vais en construire une deuxième, et puis une troisième, et puis je vous prends le marteau, et puis Porcinette n'a qu'à partir acheter des planches. Le dragon va dire attendez, peut-être, si vous voulez bien, on va finir la première cabane,
Tigrou, si tu peux plus supporter de pas bouger, peut-être fais un dessin pour la deuxième cabane, mais laisse-nous nos forces pour sécuriser la cabane parce que ce soir, il y a de l'orage et il faut qu'on dorme dans la cabane. Donc, vous voyez, un aspect un peu pratique et réaliste, parfois un peu limitateur pour notamment le corbeau, mais qui permet de sécuriser. Encore une fois, si on n'a que des corbeaux et qu'on ne sécurise pas le trésor du groupe, au bout d'un moment, par exemple, on bouffe toute la trésorerie, on a fait plein de développement, plein de communication, mais on ne paye plus les gens à la fin du mois. Donc, question que les dragons font exister, nos ressources sont-elles renouvelées, les gens s'épuisent-ils, etc. Je ne vais pas lire trop en détail, on y reviendra. Les dragons établissent des frontières qui donnent au groupe un sentiment de sécurité. Ils peuvent être perçus comme rabat-joie, mais ils peuvent gagner l'estime de ceux qui se sentent dépassés et ne peuvent partager l'énergie des corbeaux et des grâces. Vous voyez, entre la personne qui est sans arrêt dans le développement, voire plus loin, voire ailleurs, et les grâces qui sont « faut qu'on s'entende bien, faut qu'on fasse du team building, faut qu'on fasse de la cohésion », les personnes qui sont anxieuses sur leur sécurité et la sécurité du groupe, elles sont contentes qu'il y ait les dragons. Parce que les dragons, ils disent hop, 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 hop. Cohésion d'équipe, très bien, séjour à la Martinique, très bien. Par contre, si vous voulez bien, on attend un mois. On voit si on arrive à finir les projets, si la pandémie se calme, si on arrive à reprendre un cahier de commandes un petit peu fourni pour les 6 mois. Et quand on aura une visibilité à 3 mois sur la trésorerie, OK, on prendra une semaine de off pour aller faire de la cohésion en Martinique. C'est un peu le type de parole que pourrait avoir un dragon. Donc, ils établissent des frontières qui donnent au groupe un sentiment de sécurité. Et enfin, les araignées. Les araignées, tout cercle a besoin d'un centre, de quelque chose qui fasse que les gens se sentent connectés. Ce centre peut se manifester à travers une personne, de manière explicite ou non, c'est le point de contact. Dans une secte, c'est le gourou. Et là, vous voyez que les rôles peuvent être tellement caricaturales, voire toxiques, qu'on peut retrouver dans des groupes malveillants, dans des groupes toxiques, aussi des rôles un petit peu caricaturaux. Donc c'est le gourou. Je ne vais pas vous faire trop attendre sur la Casa des Papel. C'est qui l'araignée dans la Casa des Papel? Saison 1, hein, quand ils vont attaquer la fabrique de la monnaie, là. C'est le professeur. C'est le professeur dans le groupe global. Et dans le groupe interne à la banque, c'est qui? Tout passe par cette personne. Tu vois, je vais relire. Son frère, non? Ouais, c'est son frère, c'est Berlin. C'est le coordinateur finalement de la mission. Sauf qu'à un moment, il se fait dézinguer dans son rôle d'araignée par Tokyo et les autres qui le prennent en otage, entre guillemets, et qui ne le laissent plus coordonner, et que c'est le moment où le groupe déraille aussi. Il recherche un équilibre qu'il ne trouve pas, et finalement, il libère Berlin, qui reprend son rôle de coordinateur, en s'étant un petit peu repositionné, c'est-à-dire qu'il aura toujours un rôle d'araignée, mais peut-être en étant un petit peu plus dans un rôle de grâce aussi. On y reviendra si on a le temps. Mais voilà, l'araignée, le connecteur, on va voir avec le Seigneur des Anneaux qui est-ce qu'on met en araignée, en connecteur. Quand on a oublié le point de rendez-vous ou tout ça, on appelle cette personne. Je ne sais pas si vous avez été dans des associations de bénévoles où il y a une personne, quand on est paumé, c'est la personne qu'on appelle. Tu peux me dire là s'il y a une réunion ce soir? Pourquoi tu m'appelles moi? Parce qu'on t'appelle tous toi, parce que tu sais tout et machin. Le rôle d'araignée peut être flatteur mais épuisant. Surtout dans une perspective de turnover où la créatrice de l'association, qui a été présidente pendant 20 ans, dit qu'elle part en juin et n'a pas du tout prévu ce remplacement et ne lâche pas le rôle d'araignée et deviendra peut-être la créatrice destructrice. C'est-à-dire qu'elle a tellement été araignée qu'elle n'a jamais laissé de nouvelles araignées émerger et que quand elle va partir, le groupe va être tellement déséquilibré, sans point de contact, sans point de centre, qu'il ne pourra plus exister et que l'association ira à sa fin. Ça te parle, Karina? Je voyais que tu étais d'accord avec cette idée du créateur ou de la créatrice fossoyeur. Carrément. Et donc, et je m'interroge aussi, si je peux me permettre, est-ce que des fois, on peut avoir une araignée qui a des envies d'être corbeau, mais que les corbeaux, ils laissent pas du tout la place à l'araignée, résultat, l'araignée, elle se pète les pattes, quoi, et finalement, Carrément. elle est plus rien. Et si tu perçois ça, toi, en tant que facilitatrice, c'est facile de le faire. Quand tu es dans le groupe, c'est moins facile. Tu leur dis, hop. Prenez tous la casquette de corbeau pendant un quart d'heure, là. Puis prenez tous la casquette d'araignée pendant un quart d'heure. Et là, tu décentres et tu légitimes et tu rassures et puis tu permets
tu permets à l'araignée à un moment de dire, bon, je quitte complètement mon rôle d'araignée. D'ailleurs, je vais changer de place. J'étais en bout de table, je vais plus me mettre en bout de table. Je vais changer peut-être de posture. Je vais me mettre un petit peu en recul sur la chaise. Je vais arrêter de parler en première, etc., en premier, etc., etc. Il y a tout ce jeu d'acteurs même qui peut se mettre en œuvre. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu plein d'interventions super intéressantes, mais j'avais vraiment envie de dire aussi que pour moi, ça a été extraordinaire de découvrir les chapeaux de Bono, Oui. parce qu'effectivement, ça permettait à chacun de se décentrer et de jouer quelque chose qu'il n'est absolument pas. Et effectivement, on a un regard autre et tellement riche qu'on peut de nouveau apporter quelque chose et ça rend un souffle, sans doute à moi d'abord et puis à tout le monde sans doute aussi. Donc merci pour toutes les interventions et effectivement, et je connais pas l'autre jeu dont tu parles, mais merci beaucoup et ça me donne vachement envie de le connaître. Voilà. Ok. Quel autre Merci. jeu? Quel autre Bah, jeu? je sais pas, tu parlais de Chapeau de Bono et un autre, un truc peut-être en anglais, j'en sais rien, mais je connais rien. Moi, je connais pas du tout. Voilà, c'est l'autre jeu dont tu parlais, mais je connais pas du tout. Je me souviens plus. Pardon, ouais, pardon. Si les autres, vous voyez de quoi y retourner. Bah, il y a Chapeau de Bono, mais j'ai l'impression que ça c'est l'autoroute et tout le monde connaît ou presque là-dedans en tout cas. Et il y a un autre truc dont tu parlais, peut-être anglais, anglophone, j'en sais rien. En tout cas, moi je connais pas du tout. Peut-être le jeu de rôle d'Equitaz qui se base sur ces C'est ça, figures je connais rien, moi ça Bah, je connais c'est rien. ça, hein, c'est ça en fait. C'est que tu mets sur la table les cartes araignées, etc. Puis tu distribues au pif et puis tu dis aux gens, allons-y, repensons notre projet, repensons ce qui s'est passé, etc., etc. Mais Donc, je pensais pas que l'araignée était que un gourou. Mais non, peut-être l'araignée n'est pas qu'un sais pas. gourou. Ouais, Le c'est pas gourou c'est ça, est ouais. nécessairement une araignée. Mais l'araignée, Merci. le gourou, c'est comment dire, c'est le dernier stade d'évolution toxique de l'araignée. Très bien, merci. Mais voilà, ça te parle. Merci. Donc, les groupes feraient mieux de créer des systèmes de communication qui encouragent le partage des responsabilités. Les informations importantes ne devraient jamais être entre les mains d'une seule personne, etc., etc. C'est la différence entre une méthode de communication descendante en silo par mail, par exemple, et un système qu'on appelle issu de l'holoptisme, par exemple. Si vous mettez un forum de discussion où tout le monde peut accéder à tous les sujets, donner son avis sur tous les sujets, toutes les informations utiles y sont, bah, ça n'a rien à voir avec un système où tout passe par la direction qui fait redescendre certaines informations à certaines personnes. Donc, on peut finalement aider aussi une araignée à être moins araignée toxique ou araignée enfermée dans son rôle d'araignée en changeant l'organisation et par exemple en changeant l'organisation de la communication. Et de toute façon, je pense que plus on va vers de la coopération, plus on aide à sortir des rôles dans lesquels on est enfermé et à partager les rôles. Mais pour le coup, la communication, c'est vraiment un outil de pouvoir. Donc, la mise en place d'outils, c'est intéressant, mais il faut quand même que la personne qui est araignée veuille lâcher ce pouvoir-là, ce qui est quand même difficile là, pour le coup. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je parle des questions préalables. Si vous percevez qu'on vous a dit que cette personne est araignée à 100%, je dis n'importe quoi, mais une présidente d'association qui est là depuis 20 ans, ça peut déjà vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, sauf si c'est vraiment une association où personne veut prendre la main, etc. Mais une association où il y a du mouvement politique à l'intérieur, où il y a des envies, etc., et elle est là depuis 20 ans, déjà, vous pouvez vous dire, bon, il y a déjà peut-être un espèce de truc à déboulonner là. Donc, on va aller voir auprès d'elle si elle est d'accord pour déboulonner. Et peut-être que si elle n'est pas d'accord, eh ben, le système, et là je parle d'approche systémique, le système d'intervention n'est pas celui avec elle. Peut-être que le système d'intervention est celui avec tout le monde sauf elle, si elle l'accepte. Tu vois, si elle est dans un espèce de paradoxe en disant personne ne veut être central, prendre des responsabilités, etc., mais en même temps, inconsciemment, j'arrive pas à les lâcher, moi, la question que je pose à cette personne, c'est je lui dis, est-ce que vous seriez d'accord pour que j'ai un travail de facilitation avec tout le groupe sans vous, pour les aider à prendre du recul sur leur rôle, à être un petit peu plus araigné et à vous aider peut-être à passer la main si vous n'y arrivez pas bien, mais je vais peut-être le faire sans vous. Et ça m'est arrivé. Et ça, c'est vraiment en approche systémique, on met des petites croix, la directrice, les adjoints, les bénévoles, les voisins, les machins, et puis on fait des cercles. Il y a le cercle des femmes, il y a le cercle des gens qui sont là depuis 20 ans, il y a le cercle de ceux qui ont un intérêt financier, il y a le cercle de ceux qui sont adhérents et adhérentes, et puis tu vois dans ces cercles, quel est le cercle sur lequel correspond, enfin le cercle qui correspond à ton système d'intervention, et encore une fois, ça peut être un sous-groupe, ça n'est pas nécessairement le groupe. Super.
Positionnez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes plutôt quoi, vous, habituellement, ou en tout cas dans un groupe dans lequel vous vous positionnez? Vous voyez que j'ai fait des très, très beaux dessins. Je bosse avec une illustratrice, mais qui n'a pas fini les dessins, et du coup, j'ai fait de très, très beaux dessins. Je pense que ma fille de 6 ans aurait fait mieux. C'est pas grave. Mettez un petit post-it où vous voulez dans le cercle, et puis reliez-le si vous voulez. Vous pouvez le relier à corbeau et araignée, si vous pensez un peu corbeau, un peu araignée. Soit de manière naturelle où vous êtes le plus souvent, soit si vous avez un groupe en tête dans lequel vous êtes ou vous avez été, là où vous avez été. Par exemple, Christelle. Ah, Christelle, tu t'es reliée à Marion. Je ne sais pas si c'était volontaire. Pour relier un post-it, vous cliquez sur le post-it et puis vous allez chercher un des... Ah oui, c'est de ma faute. Il faut que ils sont verrouillés, les post-it. Je le déverrouille pour que vous puissiez les relier. Donc, vous cliquez sur un post-it et puis vous allez sur les ronds et vous cliquez avec le bouton gauche et puis vous pouvez les relier. Donc, par exemple, je vois Anouchka en grâce. Tu veux nous en dire un mot, Anouchka? Pourquoi tu te considères plutôt comme dans ce rôle de grâce? En fait, j'ai voulu faire un, un mix entre grâce et araignée, mais Ouais, j'ai pas réussi. Eh ben, je vais le faire pendant que tu nous expliques. Pourquoi tu te considères un peu comme grâce et araignée? Parce que je pense que dans les groupes, de manière, enfin, en tout cas le plus souvent, quand je suis pas, ouais, je vais faire attention à l'énergie, à ce que tout le monde se sente bien. Je suis un peu le bout en train du groupe. Et pourquoi tu fais ça? Quand je pose des questions comme ça, vous avez le droit de dire stop quand vous voulez, hein, mais pourquoi tu fais ça d'après toi? Pourquoi je fais ça? C'est pas parce que je pense que j'aime bien passer toujours des bons moments. Ok, et pourquoi c'est important pour toi de passer des bons moments? Je vais arrêter, mais tu vois, on peut remonter. C'est intéressant de remonter pour soi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de passer un bon moment? Pourquoi j'ai envie d'éviter le conflit? Et des fois, là, tu peux essayer de cheminer en toi-même pour te rassurer par rapport à des choses et accepter de lâcher un petit peu un rôle ou un autre pour aller tester un autre rôle. Et c'est pas facile. Moi, j'ai été encore une fois un corbeau caricatural avec des tendances d'araignée dans beaucoup, beaucoup de groupes. Arriver dans un groupe où les gens ne me connaissent pas en me disant tiens, je vais essayer un autre rôle, c'était hyper dur et je me sentais hyper mal. Je me sentais hyper insécurisé. J'avais l'impression que tout le monde me regardait en disant lui, il sert à rien. Et c'est très, très difficile. Mais je suis arrivé, je crois, un petit peu à le faire dans certains groupes en faisant ce travail pour moi, en me disant pourquoi je me mets sans arrêt dans le corbeau araignée. Et c'est une question d'insécurisation et de confiance en soi et tout ça. Hein. Qui d'autre veut s'exprimer? Par exemple, je vois Sarah en dragon corbeau. Comment c'est possible, ça, d'être un dragon corbeau, Sarah? Super. J'adore. Dragon corbeau. Alors, le dragon, c'est quand on initie au début des projets, on veille pas mal à tout ce qui est structurel, etc. Jusqu'à temps que ça se répartisse. Et puis le corbeau, c'est quoi déjà? Le corbeau, c'est celui qui voit loin, qui teste, qui expérimente, qui pousse à développer. Ben oui, c'est de donner des idées, etc., de veiller aux valeurs. Mais du coup, j'ai un peu trop été là-dedans. Peut-être le dragon, c'est par peur que le projet n'aboutisse pas, par peur parce que il y a déjà, il y en a qui ont déjà échoué. Et c'est intéressant ça parce que d'être à la fois corbeau et dragon, c'est un petit peu, comment dire, à faire rouler la voiture avec le frein à main serré. Hein. Je caricature. C'est important d'être un peu dragon, un peu corbeau. Mais je pense qu'à un moment, si vous êtes rassuré par l'équilibre du groupe et que vous dites, tiens, là, il y a du dragon. Et il est costaud. Et ben, je vais lâcher mon côté dragon. Je vais aller à fond dans le côté corbeau, en l'explicitant peut-être même, hein, en disant, bon, je sens que ça a l'air vraiment carré sur les perspectives à 6 mois et 1 an et la sécurisation et financière et technique. Bah, si tu veux bien, je vais me permettre un peu sur les 2-3 prochaines réunions de me laisser aller intellectuellement à de la créativité. Et puis comme ça, bah, tu me rattrapes et tu me dis non. Moi, au tout début de mes expériences associatives, j'essayais à chaque fois de repérer les personnes qui me disaient non. Et je m'accrochais à elles. C'est-à-dire que dès que je les repérais, et elles m'aidaient finalement à être un corbeau un peu moins caricatural. Donc, je me mettais un tout petit peu dragon, un petit peu schizophrénique aussi, grâce à cette personne,
pour limiter mon aspect corbeau. Donc, je pense, Sarah, que c'est possible d'être dragon et corbeau en même temps. Et je pense que c'est intéressant, comme tu le dis, de l'envisager de manière dynamique. Au début du projet, je vais être un peu là, puis à la fin du projet, je vais être un peu là. Et parfois aussi, de faire du tri et de se dire, allez, ça, pourquoi je le fais? Est-ce que je peux ne pas le faire? Je le lâche et je vais faire autre chose. Cherchons du côté des serpents, si quelqu'un est allé chercher du serpent. Camille, est-ce que Camille, tu veux nous dire? Pas d'obligation hein, quand je vous lance comme ça. Oui, moi j'ai mis serpent et araignée, parce que quand il y a des gens qui arrivent dans un groupe, j'ai souvent tendance à, quand ils évoquent un sujet, à les renvoyer vers une autre personne en disant, bah tiens, il y a un tel qui s'intéresse à ça, pour justement décentraliser par rapport au fait que c'est moi qui potentiellement va être dans cette posture d'accueillir dans le groupe. Et serpent, c'est que du coup, donc ça c'était araignée. Ça c'était araignée, et serpent, c'est que des fois on me fait la confidence de la situation qui peut être compliquée avec un tel, et je vais avoir cette tendance, quand je sens que ça impacte la dynamique de groupe, à venir proposer, sans forcément imposer à la personne, mais juste dire, est-ce que là, ce serait pas un sujet qui se discute en plus grand groupe, parce que ça a un des impacts sur nous tous. Et du coup, tu penses avoir cette force pour le faire sans que ça passe par exemple, un truc formalisé dans une réunion où chacun dit comment il se sent, quels sont les points d'amélioration dans le relationnel, etc. Est-ce que tu peux préciser ta question? Il y a des personnes qui sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais qui ne vont pas arriver, comme tu dis que tu le fais, à aller voir la personne en disant « là, ça ne va pas, il faut que tu ailles en parler ». Et qui vont du coup utiliser plutôt une stratégie du détour en disant à l'animatrice de réunion « Animatrice de réunion, pourrait-on prendre 10 minutes au début de la réunion pour que chacun, de manière anonyme sur un post-it, dise un coup de cœur et un coup de gueule sur comment ça fonctionne entre nous en ce moment ». Donc tu vois, je pense qu'il y a plusieurs manières d'être serpent. On peut l'être de manière assez directe, assez frontale, voire même cash parfois pour bousculer les gens. Et puis on peut l'être par la stratégie du détour en mettant en œuvre une espèce de pédagogie institutionnelle, de management institutionnel qui va permettre au serpent qui lui détecte de mettre dans la dynamique du groupe un temps formalisé qui permet de faire remonter ce qui est caché, quoi. Ça dépend des situations, en fonction de ce que je perçois. Et c'est vrai que moi, je vois une troisième voie qui est possible à des moments, qui est de partager un ressenti au moment où je sens qu'il y a un truc qui gratte, et de le dire en groupe, là, il y a un truc qui me gratte sur tel machin. On n'est pas obligé d'en parler là, mais je sens qu'il y a un problème là-dessus. Est-ce qu'il n'y a que moi? Et du coup, c'est partager ce qui me gratte pour pouvoir aussi permettre au groupe de s'en emparer. Ça peut arriver si par exemple quelqu'un, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une espèce d'exclusion d'un coup, où la personne a été perdue par le groupe, et de dire moi ça me gratte qu'il se passe peut-être ça, est-ce qu'il n'y a que moi qui ressens quelque chose là-dessus ou pas? Et ça ouvre là-dessus généralement. Voilà. Ok, merci. Et du coup, si d'autres personnes veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Mais si on fait une espèce d'analyse de ce sociogramme un peu rapide, ça va être caricatural et je m'en excuse, hein, mais voyez qu'on a quand même quelque chose qui est plus autour du corbeau grâce, un peu dragon, et que l'aspect serpent, si notre groupe était un groupe projet, est un peu sous-représenté, sous-incarné, et araignée aussi, et pas très très incarné. Peut-être que ça s'explique parce qu'on est beaucoup d'indépendants professionnels qui interviennent de manière ponctuelle sur comment les groupes fonctionnent, est-ce que les groupes vont bien, côté vraiment grâce, et puis développons le groupe, accompagnons le groupe, côté vraiment corbeau. Mais en tout cas, si on constituait un groupe ensemble pour faire un projet, pour habiter ensemble, ou je ne sais pas quoi, et qu'on partait de ce sociogramme, et que moi j'étais facilitateur extérieur au groupe, j'aurais tendance à vous mettre la casquette d'araignée un bon petit moment et la casquette de serpent un bon petit moment avant de vous laisser vous épanouir en corbeau et en grâce. Et donc ce sociogramme, moi je le fais avec des équipes, un peu comme on l'a fait là. Je dis aux gens de se positionner. Et après, s'il y a une sécurisation suffisante, je dis aux gens d'aider à positionner la personne. Par exemple, je dis, Martine, tu te positionnes comment? Ah, bah moi, je suis un dragon. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, bah oui, c'est un dragon, mais en même temps, Martine, l'autre fois, tu as fait ça, et moi, ça m'a fait du bien, et je pense que du coup, tu m'as aidé à me positionner dans le groupe, je te vois un peu grâce. Et donc, je fais ce travail où on est en auto-empathie et en auto-positionnement, et où les autres positionnent, à condition que ce soit pas violent et que ce soit bien encadré. Là, on a quand même, c'est pas sur de la première séance, hein, mais ça peut être un petit peu difficile. Mais c'est hyper intéressant parce que à chaque fois, les gens regardent leurs collègues en disant « Ah bon, tu me vois là? Ah bon, je suis là ?»
la première question, c'est « Ah bon, tu me vois là ?» Puis la deuxième question, c'est « Ah bon, je suis là ?» Et la troisième phrase, c'est « Ah d'accord, ah bah, peut-être que ça explique pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je me sens comme ça, etc. etc. » Donc le positionnement tout seul, il est partiel. L'aide au positionnement par les gens avec qui on fait groupe, je pense qu'il peut aider et compléter. Et ça peut permettre, imaginez que vous soyez 8 dans une équipe et que Martine, elle soit un petit peu à dragon, un petit peu à grâce, que sais-je, bah, ça permet de compter les étiquettes. Si on en a 4 à dragon, 5 à serpent, 3 à grâce et 12 à corbeau, il y a un souci, il n'y a pas d'araignée. Et du coup, on peut se dire, bon, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la casquette d'araignée ensemble et institutionnaliser ce rôle? L'important, je pense, c'est ça, c'est d'identifier le manque, le déséquilibre, et d'aider quelqu'un à l'incarner, tout le monde à l'incarner, ou alors de l'institutionnaliser. C'est une compensation, en fait. Il n'y a pas assez de dragons dans votre équipe. Vous partez dans tous les sens, vous allez mourir en tant que groupe dans 2 mois. Je vous propose du coup que tous les lundis matins, de 9h à 9h30, vous ayez votre demi-heure dragon autour d'un café et que vous soyez uniquement concentré sur votre sécurisation de votre groupe, votre structure, vos finances. Et donc, vous institutionnalisez, vous formalisez, vous compensez le déséquilibre du groupe qui est sous-représenté dans un des rôles. Ça vous parle, ça, ou ça vous paraît complètement bizarre comme idée? Ah non, c'est top. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on identifie, on assume et on aide à assumer, on rassure en disant « Ouais, bon, je te rentre tout le temps dedans, mais c'est important ton rôle de dragon, parce que moi, je sais que je suis caricatural dans mon rôle de tigrou, donc même si je te rentre dedans, continue, parce qu'on a vraiment besoin de toi. » Vous voyez, c'est rassurer, accepter, dynamiser, partager, combiner, échanger, en disant « Bon, bah, peut-être, Martine, que ce serait intéressant, avec tout ce qu'on vient de se dire, que tu prennes un tout petit peu plus de recul sur la sécurisation et que tu acceptes les hypothèses de travail. Ce n'est pas des propositions consolidées, ce n'est même pas des décisions. On est en train juste de faire une hypothèse de travail sur un développement. Accepte, s'il te plaît, de laisser le dragon un petit peu au garage quelques instants et de jouer le jeu avec nous, de réfléchir à cette hypothèse. Et puis après, on fera une analyse un peu en mode dragon. Mais vous voyez, ça aide les personnes parfois à échanger un petit peu de rôle, à prendre du recul et puis à équilibrer. Joris? Oui. Karina, juste une petite question. Tout ça, je vois super bien tout ça en association, Oui. mais est-ce que tu as déjà tenté ça dans une entreprise? Alors, Ou une jamais? association est une entreprise. Pardon. Ok, bah alors dans une SAS ou une SA ou une SARL ou je sais pas quoi. J'ai une réponse un petit peu caricaturale, mais c'est pour dire que le problème, ce n'est pas la structure juridique. Il y a des associations qui, dans la tête de personnes qui viennent de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, fonctionnent comme des entreprises, et des entreprises qui, dans la tête de ces mêmes personnes, fonctionnent comme des associations en mode coopérative, une SAS en Évidemment, coopérative bien avec sûr. de l'autogestion et pas de rapport hiérarchique et un même taux horaire pour tout le monde, est plus proche finalement de l'économie sociale et solidaire d'un point de vue ressources humaines, que parfois le centre social du quartier avec des salaires qui passent du simple au double entre les animateurs et le directeur et un fonctionnement très hiérarchique et pyramidal. Ok, Donc, alors je vais une autre question. Est-ce que tu as fait ça déjà chez France Télévisions ou jamais? Voilà, c'est autrement dit. non, Chez mais Elf, chez Total. je ne l'ai pas fait à France Télévisions, mais je me souviens d'avoir travaillé très brièvement avec un consortium de Bouygues et Vinci pour construire un Medipôle à Villeurbanne, où on s'intéressait déjà un tout petit peu à ces questions et où on aurait pu y aller. On n'y est pas allé parce qu'on n'était pas invité à ça, mais je pense que oui. Et je pense que, tu vois, par exemple, Hermès, une grande entreprise qui est très intéressée par ces questions, on pourrait y aller. France Télécom, il y a quelques années, je pense que ça ne les aurait pas intéressés, qu'ils auraient plutôt été intéressés par une formation sur comment faire passer la pilule à des gens qui ne veulent pas l'avaler. Mais du coup, je pense que ça a du sens. Et parfois, dans les associations, c'est plus difficile parce qu'il y a les élus et les salariés. Et c'est deux fonctions différentes. Et du coup, il faut bien travailler avec le bon système. Est-ce que c'est les salariés? Est-ce que c'est les élus? Est-ce que c'est tous en même temps? Parce que je ne suis pas sûr que dans toutes les associations, salariés et élus représentent un groupe, vraiment un groupe primaire. Il y a des salariés qui ne connaissent pas tous les administrateurs de l'association, donc ce n'est pas un groupe primaire. Donc,
je pense qu'il faut bien identifier le groupe ou le sous-groupe avec lequel on intervient, que ce soit dans une entreprise du secteur marchand ou en association ou en collectivité territoriale, parce qu'il y a du taf aussi là-dessus, et puis bien se dire, avec ce groupe, je vais travailler sur les rôles et comment on va bien, comment on est à l'équilibre pour votre groupe avec ces différents. Merci. Je vais prendre encore 10-15 minutes pour donner quelques exemples. S'il y en a qui avaient prévu de partir avant, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la conversation. J'en profite juste aussi pour dire, avant que peut-être certaines personnes n'aillent pas jusqu'au bout, que je suis en train de développer des séminaires, des tutoriels, des choses comme ça. Ça fait aussi partie de mon travail. Pour soutenir ça, vous pouvez le faire connaître, partager la page Facebook d'Agora d'Azibao, de là où je partage des choses, etc. Vous pouvez aussi m'inviter à bosser pour vous ou autour de vous si vous voulez. Vous pouvez aussi me soutenir directement financièrement. J'ai créé un compte Utip, là, je me lance, c'est le premier jour. Il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui font ça, des gens qui font la caricature sur Facebook, etc. Donc, je mettrai le lien sous la vidéo. Quand je publierai la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et donner quelques euros si vous estimez que vous en avez la possibilité et que ça vaut le coup de me soutenir pour que je puisse continuer cette partie de mon travail. Voilà, je clôture la parenthèse et je vais voir le Seigneur des Anneaux. Qui connaît bien le Seigneur des Anneaux? Levez la main. Ouais, pas énormément. Pour vous faire un petit résumé, il y a des gros méchants qui vont peut-être tuer un petit peu toutes les elfes, les humains, les hobbits, et voilà. Et du coup, il y a une communauté de l'anneau qui s'est mise en œuvre avec notamment 4 hobbits, 1, 2, 3, 4, un nain, 2 hommes, un magicien, vous voyez que c'est très masculin, hein, et un elfe, 9 personnes qui ont un objectif commun qui est de détruire l'anneau de pouvoir, pour pas qu'il soit pris par Sauron, qui, s'il a cet anneau de pouvoir, va tout défoncer en mode Karcher pour faire un petit clin d'œil sur l'actualité politique. Et du coup, cette communauté de l'anneau de 9 personnes est assez étonnante parce que les nains et les elfes sont en guerre, ne peuvent pas se supporter. Mais ils se retrouvent dans un groupe avec un objectif commun en acceptant de se parler et de faire groupe. Les hobbits restent tout le temps dans leur coin, dans leur monde, les autres ne savent même pas qu'ils existent, ils sont là. Il y a 2 hommes, dont un qui va peut-être devenir roi, un magicien qui est quasiment un dieu, etc., etc. Ce qui est très intéressant avec cette communauté de l'anneau, c'est que c'est très fourni au niveau des caractéristiques des personnages et des rôles dans le groupe qui évoluent, et ça peut être étudié. Je me souviens d'une association qui faisait de la prévention conduite à risque sur les drogues, qui étudiait ça avec le rôle du dealer, qui est le produit, qui est l'entourage, etc. Ça allait très loin. Là, si on le fait un petit peu rapidement, pour ceux qui connaissent, et puis on va expliquer à ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas, sur les rôles d'araignée, corbeau, grâce, dragon, serpent. On met qui où? Et je crois qu'il y a quelqu'un qui levait la main. Juste avant, non? Moi, j'avais une idée sur, Allez, vas-y. sur Gandalf en araignée. Ouais, Gandalf en araignée, pourquoi? Parce que c'est lui qui chapeaute. Plutôt peut-être en corbeau. Ouais. Moi, j'aurais dit en corbeau, ouais. Pourquoi corbeau? Mais en même temps, c'est lui qui fait le lien aussi dans le groupe. Donc, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est lui qui fait le lien dans le groupe, Gandalf? Non. Il y a un moment, il part et au le départ, groupe survit. au départ, ouais. Il y a un moment, il part et le groupe survit. Il y a un moment, tout le monde croit même qu'il est mort. Ils sont très tristes, mais le groupe survit. Donc, il est peut-être un petit peu araignée, mais il n'est pas complètement araignée. Parce que sinon, soit le groupe n'aurait pas survécu, soit il y aurait eu une redéfinition des rôles très importante. Par contre, il est complètement corbeau. Hein. C'est le seul qui sait où ils vont. Et il sait même des choses que les autres ne savent pas. Hein. Il sait qu'il y a des balrogs, il sait qu'il y a tout un tas de choses qui se passent, etc., etc. Donc, peut-être un petit peu araignée, mais beaucoup corbeau, Gandalf, complètement. Les autres, où est-ce qu'on les Attends, Joris, j'ai une question, pardon, Sanushka. Parce que du coup, moi, le corbeau, je ne comprends pas très bien entre le… Donc là, je vois bien le côté visionnaire, mais là, du coup, dans l'idée de Gandalf, c'est vraiment je garde le cap. Alors que j'ai cru comprendre que le corbeau, il partait un peu dans tous les sens et il avait 12 idées à la minute. Le corbeau caricatural en mode tigrou, le corbeau caricatural en mode tigrou part dans tous les sens. Mais le corbeau qui apporte quelque chose de positif dans le groupe et qui trouve un équilibre, en étant rappelé aussi un petit peu à l'ordre par les autres, eh bien,
va plutôt avoir la capacité d'aller au-delà de la frontière et de revenir pour dire aux autres: «Eh oh, j'ai trouvé un truc là, de l'autre côté de la frontière, je vous propose qu'on y aille et je vous propose qu'on sorte de notre zone de confort parce que moi je suis allé explorer et qu'on l'étende un petit peu en zone d'expérimentation, sans aller dans la zone de panique, cher dragon, s'il te plaît, laisse-nous aller jusqu'à la zone d'expérimentation et merci, cher dragon, de nous montrer où est la zone de panique.» Mais du coup, voilà, de la même manière que l'araignée caricaturale toxique deviendrait un gourou, le corbeau caricatural toxique pour le groupe deviendrait quelqu'un d'incontrôlable qui part dans tous les sens et un espèce de directeur, tu le vois partir le matin, tu sais qu'il va vendre des projets que toi tu dois réaliser et que tu sais très bien que tu n'es pas capable de réaliser. Ça, c'est le corbeau toxique et j'en ai connu dans des groupes que j'ai accompagnés. Et du coup, de faire ce travail, ça a permis à certaines personnes du groupe qui n'ont jamais su le dire au directeur de dire ça, de dire ouais, en fait, vous êtes vraiment, monsieur le directeur, dans un rôle de corbeau. Et quand je vous vois partir, j'ai peur parce que je pense que des fois, vous vendez des choses que vous ne savez pas que si on peut le faire ou pas. Et derrière, c'est moi qui le fais. Et parce qu'on était dans ce cadre sécurisé, le pas de côté avec le corbeau, le dragon, le directeur qui serait rentré dans le lard de cette personne à un autre moment, dit « Ah bon, d'accord, ah bah peut-être, ah bah oui. » Bon, le lendemain, il est retourné, hein, le directeur y est retourné, mais ce pas de côté, ce travail sur les images et tout ça, les métaphores, permet des fois que le corbeau caricatural, le dragon caricatural entende un peu les choses. Où est-ce qu'on met les autres? Aragorn. Aragorn en corbeau aussi, visionnaire, stratégie. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Aragorn? Il a une vision, il fait quoi d'autre dans le groupe? C'est un leader? C'est un leader. C'est un serpent? Aragorn, je l'aurais mis en araignée dragon. En araignée dragon, pourquoi pas? On va le mettre partout. Alors, s'il est partout, c'est qu'il est nulle part, c'est un problème. Mais c'est intéressant parce que Aragorn est un personnage très, très complexe et très secret. Au début, il s'appelle Grandpa. Personne ne sait qui c'est le vagabond. Ensuite, il devient le futur roi, puis le roi, il est reconnu comme tel. Donc, il est difficilement classable. Moi, je me souviens quand même de certaines scènes où il va encourager, il va dire « Allez, on y va, rassure-toi, allez, on se réconcilie, etc. etc. » Donc, il a quand même un rôle de grâce aussi. Super. Frodon, porteur de l'anneau, on le met où? Frodon, c'est le hobbit qui porte l'anneau de pouvoir jusqu'au bout pour le jeter dans la lave de la montagne du destin à la fin. Araignée. C'est l'araignée ultime, Frodon. C'est l'araignée ultime et c'est même l'anneau qui est quasiment l'araignée. Et vu qu'il est porteur de l'araignée, c'est plus l'anneau. Il est araignée par procuration. Mais regardez si on regarde. Tout cercle a besoin d'un centre, de quelque chose qui fasse que les gens se sentent connectés. Par quoi ils sont connectés, cette communauté de l'anneau? Par l'anneau et par le porteur de l'anneau. Ils suivent le porteur. Frodon, il va à droite, tout le monde le suit. C'est vraiment le point de contact entre tout le monde. Il n'y aurait pas Frodon et l'anneau, la communauté se disloque et les elfes reprennent leur guerre contre les nains. Donc Frodon, c'est vraiment l'araignée ultime, entre guillemets, de ce groupe. On pourrait continuer, on pourrait trouver un petit peu dans le rôle de Meryl et Pépin un rôle un petit peu de serpent parce qu'ils agitent un petit peu les choses, ils sortent un petit peu, enfin ils sont un peu provocateurs par moment. Sam, pour ceux et celles qui connaissent, on le met où, Sam? C'est grâce. Ouais, un petit peu. Est-ce qu'il est tourné vers tout le monde ou vers Frodon, Sam? Vers Frodon. Il est tourné surtout vers Frodon. Donc, il n'est pas tant grâce que ça. Il est surtout dragon, parce qu'il sécurise l'araignée, sécurise le porteur de l'anneau. Et puis, souvent, il s'inquiète de l'intendance. On pourrait quand même rentrer chez nous. Il a une vision très, très terre-à-terre. Donc, il soutient la mission parce qu'il fait partie du projet. Mais si à tout moment l'anneau pouvait disparaître, la seconde d'après, il est chez lui en train de brasser de la bière. Ça va. Donc, il a vraiment un rôle de dragon qui est hyper important. Et puis, on pourrait continuer à essayer de s'organiser avec les autres et puis de les classer. Pépin et Meryl sont un petit peu des corbeaux aussi parce que c'est assez étonnant pour des hobbits, ils partent vraiment à l'aventure, ils vont expérimenter, etc., etc. Moi, quand j'ai fait le travail d'analyse, j'avais quand même l'impression que le serpent dans ce groupe était assez peu représenté, qu'il n'y avait personne dans le groupe qui permettait au groupe de dire « Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Faisons un petit tour de météo intérieur. » Bon, ils sont dans la boue, ils des monstres et tout ça, ils n'ont pas le temps de faire un tour de météo intérieur, puis ce n'est pas l'esprit. Mais il y a un moment, Boromir, pour spoiler ceux qui n'ont pas vu,
il perd de vue l'objectif, il n'a plus pour objectif de se débarrasser de l'anneau, il veut le prendre pour soi. Et c'est le moment où le groupe explose. Le groupe n'existe plus parce qu'il n'y a plus un objectif commun. Et personne ne l'a vu venir. Et Boromir, dans sa tête, il se passe des choses. Et on le voit dans son attitude, dans sa communication non verbale. Et il n'y a personne qui, à un moment ou à un autre, va dire je crois que Boromir, là, il est en train de nous lâcher, les copains, les copines. Il va vraiment falloir qu'on se pose et puis qu'on lui demande comment ça va parce qu'il va nous faire un coup tordu. Donc, je pense vraiment, moi, que dans ce groupe de la communauté de l'anneau, les serpents sont largement sous-représentés et qu'il y aurait, si un jour vous en êtes à faciliter la communauté de l'anneau, un intérêt particulier à aider chacun de ce groupe à se positionner en serpent ou à formaliser une organisation institutionnelle qui leur permet de jouer le rôle du serpent de manière collective de temps en temps. J'ai envie de réagir justement sur le serpent parce que j'aurais bien vu Boromir en serpent, mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, dans le sens où je trouve qu'il fait remonter quelque part la part d'ombre aussi qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est un peu en mode on est optimiste, on va aller détruire l'anneau. Et lui, il est dans la tentation, tout le monde se méfie de lui. Et du coup, ça me faisait penser un peu à ce côté, faire ressortir un peu. Enfin, du coup, j'avais un peu cette vue-là du serpent qui fait ressortir les ragots, mais aussi un peu les ombres du groupe. Alors, c'est peut-être complètement à côté de la plaque ce que je dis. Non, t'as raison, mais je pense qu'il incarne les côtés sombres du groupe, plus qu'il ne les fait remonter, en fait. Et Boromir et le groupe, parce qu'il y a Boromir, a besoin du serpent. Mais je pense que Boromir n'a pas la capacité d'être serpent parce qu'il est dans ses démons. Il est dans ses croyances autres que celles du groupe. Il est dans ce décalage petit à petit entre l'objectif du groupe et son objectif personnel. Et donc, Boromir incarne dans le groupe le besoin de serpent, mais je ne suis pas sûr que Boromir incarne le serpent. Après, voilà, c'est mon analyse. On l'a fait un peu rapidement. Non, bien sûr. On n'a pas refait je ne connais pas l'outil, donc c'était juste que je pense que c'est... Ouais, la compréhension n'est pas si simple au final, je trouve. Non, c'est pas si simple. Parce qu'il y a vraiment un aspect... c'est pas figé. Très archétypal, un aspect ombre et lumière, je trouve, de chaque finalement rôle. C'est ça, et c'est important de le voir en rôle et lumière, parce que si tu dis le corbeau c'est la lumière et le serpent et le dragon c'est les ombres, c'est que tu as déjà une vision un petit peu orientée de ce que doit être un groupe, et c'est un groupe du coup qui est déséquilibré. Mais après, c'est difficile à faire cet exercice, surtout en 10 minutes en visio comme ça, tout ça. Mais par contre, de le relire 2, 3, 5 fois, moi je m'y suis intéressé 3, 4, 5 fois avant de le tester avec un premier groupe, puis un deuxième groupe, etc. Et des fois je mets off sur mon cerveau, mais quand je regarde une série ou un film, et qu'il y a la notion de groupe avec des rôles, etc., et des fois, j'ai la grille d'analyse qui se met en route avec araignée, serpent, etc. Et des fois, ça me met en compréhension des mécanismes dans le groupe d'une certaine manière, et puis ça m'exerce finalement à avoir cette grille d'analyse-là. Alors, bon, on pourrait le refaire, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, avec la communauté de l'armée de Dumbledore, avec, comment il s'appelle, l'agence Touriste. Je pense que ça pourrait être très, très intéressant à faire avec Fouens. Je ne sais pas s'il y a des fans ici qui connaissent bien, mais je pense que dans ces 6 personnages-là, il y a des rôles d'équilibre dans le groupe, et je pense qu'on pourrait vraiment faire le travail de manière intéressante. Madagascar aussi, vous connaissez Madagascar? Madagascar, très facile, hein. Entre la girafe qui, comment on appelle ça quand la personne croit tout le temps être malade? Hypochondriaque. Voilà, la girafe hypochondriaque qui ne veut pas sortir de chez elle, qui veut son confort, le lion qui veut explorer, le zèbre qui part dans tous les sens, qui a 8 idées à la minute, l'hippopotame qui essaye sans arrêt de materner le groupe, etc. On peut retrouver des rôles d'araignée, de corbeau, de grâce, de serpent. Et d'ailleurs, on pourrait essayer de voir si c'est un groupe qui, à 4, arrive à trouver un équilibre ou pas. A priori, plutôt oui. Et puis, du coup, en 2-3 minutes, mais si on reprend la Casa des Papel, donc on a toute cette équipe. Je voulais vous montrer un petit extrait de vidéo, mais
mais je ne vais pas prendre ce temps-là parce que j'ai peur que ce soit trop long. Mais en gros, vous regarderez si vous voulez, c'est saison 1, épisode 1 à la 5e minute. C'est vraiment le tout début. Il y a une espèce de présentation comme on fait dans les films avec Moscou a fait tel braquage, les maniaques et machin et trucs, Berlin et un peu comme ça, le professeur et un peu comme ça. On fait une espèce de carte d'identité, de comportement et de vécu de chaque personnage. Et on les voit arriver et ils sont dans la salle de classe et ils interagissent. Et on voit Denver, c'est lui, Denver, qui déjà est dans la déconne, écoute rien, est un peu en mode mi-Winnie l'ourson, mi-Tigrou. Et on voit que par son comportement, les autres se recalibrent par rapport à lui en disant « Oula, lui, il part dans tous les sens. Ben, moi, je vais me mettre en dragon par rapport à lui pour le canaliser parce que s'il fait un truc qui ne va pas, le groupe va exploser, on va tous mourir. » Parce que c'est ça l'enjeu là, dans le groupe, c'est de voler de l'argent et de survivre. Donc, si ça vous branche, regardez, ça dure 3-4 minutes, cette séquence. Et après, il y a plein d'autres séquences où il y a des jeux de pouvoir et tout ça. Mais cette séquence de 3-4 minutes permet déjà de voir apparaître des personnalités qui vont pousser les personnes avec leur personnalité à se mettre dans certains rôles et montre déjà les calibrages relationnels qui s'installent et les rôles que les gens vont pouvoir incarner. Et donc, on disait par exemple Berlin, qui est en effet une araignée interne, le professeur qui est une araignée plutôt externe parce que le professeur il n'est pas dans la banque avec les gens. Pour ceux qui connaissent bien, vous les positionneriez où les autres? Oslo, Helsinki, Rio, Tokyo, Denver? Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série? Nairobi? À Tokyo, moi je dirais le serpent. Ouais. Elle y va franco d'ailleurs, hein, mais souvent ouais. Elle balance dans la gueule des gens des choses que les gens auraient aimé rester cachées. Est-ce qu'elle a un autre rôle, Tokyo? Repensez un petit peu à son parcours dans cette série. Un peu corbeau quand même à des moments, non? Complètement corbeau. Elle prend le pouvoir à Berlin. Elle se retrouve à l'extérieur de la banque. Elle re-rentre dans la banque à moto. Elle a sans arrêt des idées nouvelles pour tester des choses, elle veut changer la stratégie, elle est complètement corbeau. Ouais. Du coup, si on a un corbeau aussi fort, qui est en même temps serpent, comment on fait pour équilibrer le groupe avec des grâces et des dragons? Vous metteriez qui en grâce et en dragon dans vous? Vous vous souvenez plus trop? En dragon, on va avoir, je pense, Moscou, c'est le père, non, de Carrément, Denver, qui rappelle plusieurs fois qu'il ne faut pas prendre trop de risques physiques, que peut-être il faut abandonner la mission. Helsinki et Oslo un petit peu, ils sont là pour ça en plus. Leur fonction de guerrier protecteur les pousse dans le rôle du dragon assez rapidement. Sachant que assez vite, Helsinki c'est celui qui ne meurt pas tout de suite, hein, c'est ça? Oui. Non, c'est Oslo. Oui, c'est ça. Je sais non, plus. Non, c'est Helsinki qui survit, je crois. Ouais, bon, supposons que c'est Helsinki qui survit. Helsinki a une espèce de force empathique assez importante autour de Nairobi avec d'autres personnages, qui le met aussi dans un rôle de grâce au bout d'un moment. Sachant que Nairobi, on la retrouve aussi un petit peu dans un rôle de grâce. Rio, c'est un personnage intéressant aussi. C'est le petit jeune qui n'est pas sûr de lui, qui essaye de trouver sa place, qui séduit Tokyo, etc. etc. Vous le metteriez où? Oui, il n'est pas facile à placer. C'est ça. Hein. Et du coup, peut-être qu'il est un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et peut-être qu'il évolue au cours de la série. Et c'est peut-être là-dessus que je vais m'arrêter. C'est que si vous regardez cette série, ou Game of Thrones, ou tout. Alors, Game of Thrones, c'est pas évident parce que les groupes partent dans tous les sens, on ne sait pas la taille du groupe. Là, ce qui est intéressant avec la Casa de Papel, mais vraiment, je pense que c'est un objet de formation pour vous, c'est qu'ils sont coincés dans la banque. C'est un groupe avec un objectif commun très clair, avec des personnalités très fortes, avec des jeux de pouvoir très forts, et les rôles évoluent. Parce que le rôle de Berlin évolue beaucoup, le rôle de Tokyo évolue beaucoup, elle se révèle au bout d'un moment, etc. etc. Et du coup, la Casa de Papel, c'est une étude politique de la micropolitique des groupes. Donc moi, je vous encourage
à le re-regarder ou à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Je ne fais pas de la pub pour les Espagnols pour qui l'ont fait ou pour Netflix ou pour quoi que ce soit, hein, mais c'est un vrai objet intéressant pour travailler sur la sociologie du groupe et pour voir. Je vois que je mets trop de spoil, désolé pour ceux qui ne l'avaient pas vu. C'est un vrai sujet de travail qui est vraiment intéressant, je pense. Je vais m'arrêter là, on va faire un petit bilan en 1 minute. J'ai essayé de partir un petit peu de qu'est-ce qu'un groupe primaire, de travailler sur les hypothèses de base pour pouvoir mettre en place une analyse avec ces rôles, avec les figures éthologiques. Avec Winnie l'ourson, on a essayé de mettre en évidence la notion d'équilibre, les rôles différents incarnés, et puis cette notion de déséquilibre-équilibre. Avec les figures éthologiques de Starhawk, on a essayé de voir cette catégorisation araignée, corbeau, grâce, serpent, dragon, et vous êtes un petit peu interrogé sur là où vous vous positionnez dans un groupe dans lequel vous êtes ou vous étiez. On s'est demandé un petit peu qu'est-ce qu'on en fait avec les groupes. J'ai essayé de donner quelques exemples, et puis on a essayé de faire une analyse avec un groupe fictif, le Seigneur des Anneaux ou la Casa des Papel, pour voir un petit peu si cette grille d'analyse, elle fonctionne. Et par exemple, pour la Casa des Papel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très bonne répartition sur les différents rôles de araignée, corbeau, grâce, serpent et dragon. Et on voit que dès qu'il y a un déséquilibre, il y a un nouvel équilibre qui s'installe. Dès qu'il y a un personnage qui est vraiment araignée, qui arrête de l'être, un autre devient araignée. Dès qu'il y a un personnage qui n'est plus du tout corbeau, soit le groupe il stagne, on le voit vraiment stagner, il ne sait plus où il va, soit un autre se révèle comme corbeau. Et donc il y a sans arrêt ce jeu de déséquilibre-équilibre qui se fait dans la Casa des Papel, qui est assez intéressant du coup par rapport à ça. Voilà, je vais à peu près conclure là-dessus. N'hésitez pas, je vais faire... il y a un cadre rose là en bas à droite dans le klaxoon à écrire votre bilan si vous voulez, vos coups de cœur, coups de gueule, ce qui vous a manqué, etc., etc. Et puis sinon, ça peut être dans le chat de la conversation ou à l'oral où vous pouvez dire un petit mot. Clairement, ce qui manque, mais ce n'est pas une formation, c'est un webinaire, c'est une introduction à, c'est ensuite de vous mettre au boulot. Vous mettre au boulot avec un groupe ou avec les groupes que vous avez eus. Là, ce qui serait intéressant, c'est que je vous mette par groupe de 4 et puis que je vous dise, choisissez au sein du groupe de 4 une personne qui va vous parler de son expérience dans un groupe et qui va essayer de vous expliquer, et vous allez l'aider, qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe, est-ce qu'il y avait équilibre ou déséquilibre, qui incarnait quel rôle était incarné par la personne avec qui vous êtes dans le groupe, et puis qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on devient, comment dire, on prend en main petit à petit cette grille d'analyse de la sociologie du groupe, et puis on s'entraîne à prendre du recul sur ces questions. Donc voilà, vous pouvez le faire par ailleurs, et puis si vraiment vous voulez qu'on le fasse ensemble, vous m'invitez à une formation de 2-3 jours dans votre équipe, et puis on bosse là-dessus. Non, une journée, c'est bien, mais en 2 heures, on est plus sur de la découverte que de l'approfondissement et de la prise en main. Voilà à peu près, je vais moi m'arrêter là-dessus. Donc, parole à vous, soit à l'écrit, je vois que quelqu'un a mis un petit post-it bleu, soit à l'oral, soit sur le chat. Joris, ouais, juste une petite question pour peut-être conclure. Là, tu viens de dire vous mettre par groupe de 4 et je rebondis sur le dernier cercle que tu as fait avec Team A, l'agence touriste en haut. Là. Ils sont 4. Comment ça se passe quand tu es 4, même si tu as 4 groupes et que tu n'as pas le 5e qui. T'as pas ce 5e. Il n'y a pas de possibilité que quelqu'un prenne le rôle du 5e. Comment ça se passe? En fait, à part dans certains cas un peu spécifiques où les gens s'enferment dans un rôle caricatural, chacun est sur plusieurs rôles. Donc, c'est ça, c'est la multiplicité des rôles. C'est ça. Donc, quand tu as un groupe de 4, je ne sais plus comment il s'appelle là, mais imaginons que Barracuda, voilà. Barracuda, de mon souvenir, mais c'est très très loin. Moi, je l'imagine un petit peu en corbeau, mais en même temps peut-être en dragon. C'est peut-être un peu schizophrène, enfin un petit peu paradoxal. Il y a celui-là qui est assis au milieu des 4, qui est clairement l'araignée, mais en même temps, je crois me souvenir qu'il était corbeau aussi. Enfin, tu vois, et du coup, ça permet tu mets plusieurs fois les gens dans plusieurs endroits et tu vois s'il y a des choses qui sont moins investies que d'autres. Ok. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot? Comment vous l'avez vécu? Coup de cœur, coup de gueule, soit à l'écrit, et je vois qu'il y a de nouveaux post-it qui sont apparus, soit à l'oral, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Joris, c'est Mathieu. Moi, j'avais peut-être une dernière remarque sur le groupe. L'idée, c'est que chaque rôle dans le modèle de Starhawk
soient représentés pour qu'il y ait un espèce d'équilibre dans le groupe, c'est ça? Oui. Oui, Elle a voilà. pensé, elle, ces représentations éthologiques dans l'idée un petit peu d'un tout, de quelque chose qui, de manière un petit peu poétique ou spirituelle, amènerait un groupe à l'équilibre. Donc, si un groupe n'est pas incarné du tout, soit c'est parce qu'on a notre grille de lecture qu'on n'a pas fait fonctionner correctement et qu'on n'avait pas vu qu'en effet, Boromir pourrait être un peu serpent, ce qui peut être le cas, hein, tu vois, soit c'est parce que vraiment le groupe est en déséquilibre. Mais si on te fait intervenir en facilitateur en disant notre groupe va pas bien, les gens sont en burn-out, alors que pourtant financièrement ça va, les projets sont là, bah, c'est que peut-être dans le relationnel, dans la sociologie de groupe, il y a quelque chose qui ne va pas. Si dans ton travail préliminaire à l'intervention dans le groupe, il y en a qui disent moi je ne peux plus supporter machin, et puis elle me bride tout le temps dès que j'ai une idée, etc. Bah là, tu perçois déjà qu'il y a un déséquilibre dans la micro-politique et que du coup, tu vas pouvoir intervenir dessus, quoi. Mais je pense que cette grille d'analyse fonctionne assez bien et que lorsque tu fais le boulot de manière un peu approfondie et que tu vois qu'il y a des rôles qui sont sous-représentés, c'est que soit que le groupe est en déséquilibre, soit qu'il risque de l'être à un moment. Parce que finalement, un groupe peut être aussi dans un équilibre très instable, mais tenir, et dès qu'il y aura une petite brise, ça va bouger et ils ne vont pas pouvoir retrouver un truc d'équilibre. Tu vois, imaginons par exemple un groupe hyper corbeau, mais finalement ça fonctionne bien parce qu'ils ont le vent en poupe, etc. Et paf, ils se prennent une pandémie dans la figure et ils sont obligés de bosser complètement différemment, télétravail, de bouffer les réserves de trésorerie, etc. Bah, c'est un déséquilibre qui fait que parce que le groupe était trop faible en termes de répartition des rôles, ils ne vont pas être capables de se remettre de ce déséquilibre. Merci à toi. Eh bien, merci à vous. Peut-être à une prochaine fois. Et puis, je vais Merci mettre beaucoup. en replay, en rediffusion cette vidéo, de manière à ce que si vous voulez, vous puissiez y revenir ou la diffuser, ce qui est déjà une manière de faire connaître mon travail. Merci à vous. Merci Joyce. Au revoir. Merci.